Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de la seconde partie de l'instant de belgitude concernant les uchronies en Belgique. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure. Quelle aurait été l'Uchronie parfaite pour la Flandre où tout se serait bien passé pour elle? En 1830, le nouvel État reconnaît immédiatement l'égalité du flamand et du français. Bruxelles devient une capitale bilingue. Les élites flamandes participent pleinement au projet belge. En 1835, le premier chemin de fer continental Bruxelles-Malines-Anvers est construit. La Flandre devient pionnière en Europe des transports modernes. Entre 1840 et 1850, l'industrialisation est rapide. Gand excelle dans le textile, Anvers dans le commerce maritime, Bruges et Courtrai dans l'agroalimentaire. En 1848, il y a des réformes libérales avec un suffrage élargi, des libertés syndicales. Les ouvriers flamands sont intégrés à la vie politique et sociale. En 1873, il y a une administration bilingue. Les juges, les fonctionnaires et les parlementaires utilisent aussi bien le néerlandais que le français. Les tensions linguistiques de l'histoire réelle sont évitées. En 1880, l'université de Gand devient aussi officiellement bilingue. La Flandre et la Wallonie se dotent d'universités d'excellence reconnues en Europe. Entre 1890 et 1900, il y a des politiques sociales avancées, des assurances maladies embryonnaires, la protection des travailleurs du textile, des logements ouvriers modernes. Durant la Première Guerre mondiale, la Belgique en sort unie. Les soldats flamands reçoivent des ordres en flamand et en français. Il n'y a pas de fracture de l'Isère. En 1919, le suffrage universel masculin est mis en place. Les partis politiques restent nationaux et bilingues. En 1930, l'université de Louvain devient bilingue dès cette date. Les tensions universitaires de l'histoire réelle n'ont pas eu lieu. Après la Seconde Guerre mondiale, l'unité nationale est préservée, la résistance est mixte, elle est flamando-wallonne. La collaboration reste marginale. À partir de la libération, la Belgique se reconstruit rapidement, la Flandre servant de moteur industriel et logistique. En 1957, Bruxelles devient la capitale de la CEE. La Flandre profite massivement de ce rôle européen. En 1960, la constitution est révisée. La Belgique devient un pays fédéralement équilibré, donnant une autonomie régionale mais évitant les crises institutionnelles. Entre 1970 et 1980, il y a un miracle économique. La Flandre attire l'automobile Volvo à Gand, Ford à Genk, la chimie BASF à Anvers et les hautes technologies IMEC à Louvain. En 1980, la politique linguistique est stabilisée avec un bilinguisme généralisé dans l'éducation. Une génération entière grandit parlant parfaitement néerlandais et français. En 1989, Bruxelles devient officiellement une région fédérale, bilingue et la capitale d'Europe politique, le symbole de la Belgique plurilingue. En 1993, c'est la réforme institutionnelle finale. La Belgique devient un État fédéral harmonieux. La Flandre et la Wallonie sont partenaires, non rivales. En 2000, la Flandre devient la première région logistique d'Europe grâce à Anvers, Gand et l'aéroport de Zaventem. En 2001, la crise financière mondiale est absorbée. Les banques flamandes sont restructurées avec succès grâce à une coordination fédérale. En 2010, il n'y a pas de crise politique majeure. Il y a un gouvernement fédéral stable avec des coalitions bilingues durables. En 2015, le plan énergétique est mis en place, intitulé Belgique 2030. La Flandre développe massivement l'éolien offshore et l'hydrogène vert. En 2020, durant la pandémie de Covid-19, la réponse fédérale est coordonnée avec un système de santé solide. La Flandre et la Wallonie coopèrent étroitement. En 2022, avec la crise énergétique, la Flandre devient un leader européen en production d'électricité renouvelable offshore. En 2025, la Flandre est un moteur économique avec la logistique, la chimie, les technologies vertes. La population est hautement éduquée et multilingue. Les tensions communautaires sont inexistantes. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie. Journal fictif d'un étudiant à Gand en 1835. Je suis le fils d'un tisserand de Courtrai et depuis peu j'étudie à l'université de Gand. Les cours se donnent aussi bien en français qu'en néerlandais. Cela paraît naturel à tout le monde. Nous nous sentons égaux devant le savoir et certains professeurs nous encouragent même à écrire dans les deux langues. On dit que Gand sera la première université bilingue du continent. Quelle chance pour notre avenir. Lettre fictive d'un ouvrier d'Anvers à son frère parti en Amérique en 1885. Ici en Flandre, la vie n'est pas facile, mais au moins nous avons obtenu un logement ouvrier salubre et des heures de travail plus justes. Les syndicats sont tolérés, même respectés par certains patrons. Quand je parle à mon contremaître, je le fais en flamand, et à la maison communale, je suis reçu dans la même langue. Cela change tout. J'ai entendu dire qu'à Paris, les ouvriers n'ont pas ces droits. Nous avons de la chance de vivre ici. Témoignage fictif d'un soldat flamand dans les tranchées en 1916. Aujourd'hui, j'ai reçu mes ordres en flamand. Nos officiers nous parlent dans notre langue ou en français selon le cas. Cela peut sembler banal, mais cela nous donne du courage. Dans cette guerre terrible, au moins, on nous respecte comme personne à part entière. Nous sommes flamands,
et belge à la fois, sans contradiction. Discours fictif d'une étudiante bruxelloise lors de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. J'ai grandi dans une école où l'on passait d'une langue à l'autre avec naturel. Mes parents sont flamands, mon fiancé est wallon et nous habitons Bruxelles. Quand je me rends à l'exposition, je me rends compte que nous vivons dans une capitale qui n'appartient pas seulement à la Belgique mais à toute l'Europe. Entretien fictif avec un entrepreneur de Gand en 1985. Grâce à la stabilité du pays, j'ai pu développer mon entreprise de biotechnologie sans perdre de temps dans des querelles institutionnelles. Nos ingénieurs parlent tous le flamand, le français et l'anglais, et cela impressionne nos partenaires étrangers. Beaucoup disent que la Flandre est devenue la Silicon Valley d'Europe. J'aime croire que c'est parce que nous avons su transformer notre bilinguisme en atout. Témoignage fictif d'un jeune chercheur à Anvers en 2025. Je viens de publier un article en anglais avec des collègues allemands et italiens. Je n'ai jamais ressenti de barrière. Depuis l'école, nous apprenons à jongler entre langue et culture. Aujourd'hui, je travaille au port d'Anvers sur un projet d'hydrogène vert. La Flandre, elle est à la pointe de l'énergie durable. Quand je voyage, on me dit souvent votre pays est petit, mais il a réussi à ce que tant d'autres n'ont pas pu. Réunir des communautés différentes dans un projet commun, c'est peut-être cela être flamand et belge en 2025. Quel aurait été le pire scénario pour la Flandre où tout se serait mal passé pour elle? En 1830, la Belgique naît officiellement comme un État francophone. Le flamand n'a aucun statut officiel. Les élites flamandes doivent s'assimiler aux Français pour garder leur pouvoir. Entre 1840 et 1860, l'industrialisation profite surtout à la Wallonie avec le charbon et l'acier. La Flandre reste rurale et pauvre, avec un exode massif vers Bruxelles ou l'étranger. En 1870, la tentative de loi linguistique est rejetée. L'administration, l'armée et la justice fonctionnent uniquement en français. La Flandre vise une situation de quasi-colonie intérieure. Entre 1880 et 1900, il y a des famines et la misère. La question sociale est aiguë, mais il y a peu de réformes. Des milliers de Flamands émigrent aux États-Unis, au Canada et en France. Entre 1914 et 1918, la Flandre est un champ de bataille. Les soldats flamands reçoivent des ordres en français qu'ils ne comprennent pas toujours. Après la guerre, aucun statut linguistique n'est reconnu. La fracture de l'Isère radicalise le mouvement flamand. En 1930, Louvain refuse toute flamandisation. Les étudiants flamands protestent mais sont réprimés. Entre 1940 et 1945, l'occupation allemande exploite le ressentiment flamand. Une partie de l'élite collabore massivement, espérant obtenir un État flamand séparé. Après 1945, la Flandre est stigmatisée comme traîtresse et mise à l'écart politiquement. Entre 1950 et 1960, la reconstruction bénéficie surtout à la Wallonie industrielle. La Flandre reste rurale et sous-développée. Anvers se décline comme port face à Rotterdam. En 1968, l'université de Louvain explose en affrontements violents. L'État choisit de diviser les institutions plutôt que d'intégrer le bilinguisme. Entre 1970 et 1980, la Flandre s'industrialise tardivement, mais la crise pétrolière la frappe de plein fouet. Il y a un chômage de masse avec la fermeture d'usines textiles et automobiles. En 2000, Bruxelles devient la capitale européenne, mais est officiellement francophone. Les Flamands y sont minoritaires et contestés. En 2010, la Belgique traverse une crise politique interminable. La Flandre réclame l'indépendance, mais son économie fragile l'en empêche. Le pays est paralysé depuis des années. En 2020, durant la pandémie de Covid-19, la gestion est chaotique. La Flandre et la Wallonie appliquent des mesures contradictoires. Le système de santé s'effondre. En 2022, durant la crise énergétique, la Flandre dépend du gaz russe et des importations, faute d'investissement dans les renouvelables. En 2025, Bruxelles se détache et devient un territoire européen autonome. La Flandre isolée connaît un chômage élevé, un exode des jeunes vers les Pays-Bas et l'Allemagne. Les tensions linguistiques et politiques ont détruit l'unité belge et laissé la Flandre sans stabilité ni avenir clair. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie. Journal fictif d'un fermier de Flandre occidentale en 1847. Nous avons perdu la moitié de nos récoltes de pommes de terre. Les enfants pleurent la nuit, le ventre vide. Les riches notables de Bruxelles parlent français, nous ne comprenons rien à leurs lois. Certains voisins sont partis en Amérique, moi je reste, mais je le sens que ma terre ne nourrit plus personne. Lettre fictive d'un ouvrier textile de Gand en 1888. Mon fils de 10 ans travaille déjà à l'usine. Il manie les bobines toute la journée. On nous parle en français à la direction. Nous ne comprenons pas. Quand nous demandons des salaires décents, on nous rit au nez. Ils disent que nous sommes des paysans arriérés. Peut-être que mon fils partira pour la France, comme tant d'autres. Témoignage fictif d'un soldat flamand sur le front de l'Isère en 1917. L'officier m'a crié un ordre en français. Je n'ai pas compris. Quelques secondes plus tard, l'artillerie allemande a frappé. Les deux de mes camarades sont morts dans la boue. Je me suis juré qu'un jour la Flandre serait respectée, mais je crains que personne ne nous écoute jamais. Propos fictifs d'un étudiant à Louvain en 1932.
Nous avons manifesté pour obtenir des cours en flamand, la gendarmerie nous a dispersés à coups de matraque, on dit que Louvain est une université nationale, mais pour nous elle est étrangère, la science est réservée à ceux qui parlent français, nous restons des Belges de seconde zone. Témoignage fictif d'un chômeur de Genk. Quand j'ai commencé à Ford, j'étais fier. Une vraie usine moderne, une chance pour la Flandre, mais aujourd'hui elle ferme. Nous n'avons rien, pas de reconversion, pas d'aide. Mon fils dit qu'il partira travailler en Allemagne. La Flandre se vide de ses jeunes. Nous n'avons plus d'avenir ici. Témoignage fictif d'une jeune Flamande à Bruxelles en 2023. J'ai trouvé un emploi dans les institutions européennes. Mais je dois toujours parler français ou anglais. Quand je parle flamand, on me regarde comme si j'étais une provinciale. Bruxelles n'est plus notre capitale, c'est une ville étrangère au milieu de notre pays. Témoignage fictif d'un chercheur flamand parti à Rotterdam en 2025. J'ai quitté Gand parce que les laboratoires fermaient faute de financement. Ici, aux Pays-Bas, on respecte mes compétences. Chez moi, on ne respecte même pas ma langue. Mes enfants ne veulent plus revenir. La Flandre se vide. Elle devient un pays fantôme. On dit que nous sommes indépendants, mais nous ne sommes que seuls et pauvres. Quelle aurait été l'Uchronie parfaite pour la ville de Bruxelles où tout se serait bien passé pour elle, la meilleure Uchronie possible? Voici la chronologie de cette Uchronie. En 1830, durant l'indépendance de la Belgique, dès le départ, les élites comprennent l'importance de doter Bruxelles d'un urbanisme digne d'une capitale moderne. En 1835, la première ligne de chemin de fer est inaugurée entre Bruxelles, Malines, Anvers, suivie d'un plan cohérent de gare centrale et de liaison radicale. Durant les années 1840, la Seine est canalisée progressivement, mais les quais sont conservés et aménagés en promenade publique, évitant la démolition massive du centre. Bruxelles s'impose rapidement comme une capitale politique et un centre commercial. En 1853, il y a l'inauguration des Galeries Royales Saint-Hubert, qui est une vitrine européenne. Durant les années 1860, il y a un plan d'urbanisme visionnaire, inspiré de Vienne, avec des boulevards circulaires et une ceinture verte intérieure. Il n'y a pas de destruction anarchique. Durant les années 1870 et 1890, Bruxelles devient un centre de l'Art nouveau. Horta, Ankar et Van de Velde transforment des quartiers entiers protégés dès cette époque. En 1897, c'est l'exposition internationale qui est triomphale. Bruxelles se présente comme une capitale d'innovation, d'art et de diplomatie. La ville conjugue un rôle administratif, économique et culturel. Elle rivalise avec Vienne, Paris et Berlin. En 1914, l'Allemagne renonce à envahir la Belgique, dissuadée par la pression internationale à cause notamment du prestige de la ville de Bruxelles à l'international. Bruxelles reste neutre et devient un centre diplomatique majeur. Durant les années de 1920, Bruxelles accueille régulièrement des conférences internationales, une sorte de Genève bis. L'art déco s'épanouit avec la basilique de Kuckelberg, avec les grands ensembles modernistes entre 1935 et 1937. Des expositions universelles spectaculaires au Ezel ont eu lieu, consolidant le prestige international. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Belgique reste neutre comme la Suisse. Bruxelles échappe aux destructions. Bruxelles est en 1945 une ville intacte, riche en patrimoine et reconnue mondialement. En 1949, le siège de l'OTAN est fixé définitivement à Bruxelles. En 1957, Bruxelles devient officiellement l'unique capitale de la CEE, ce qui évite le partage avec Strasbourg et le Luxembourg. Durant les années 1960, contrairement à la bruxellisation réelle, la ville protège ses quartiers historiques des Marolles, des boulevards centraux et développe un quartier européen de type campus vert intégré au tissu urbain. Durant les années 1970, un réseau de métro complet est inauguré avec 4 lignes opérationnelles dès 1980. Les trains S sont lancés avec 30 ans d'avance, des trains qui circulent entre plusieurs villes, des trains suburbains. Bruxelles devient la capitale politique incontestée de l'Europe avec un urbanisme harmonieux. En 1989, c'est la création de la région Bruxelles-Capitale avec un statut spécial, une ville-région internationale au-dessus des tensions communautaires belges. Durant les années 1990, les friches industrielles, le canal et tours et taxis sont convertis en écoparcs urbains et des campus technologiques. En 2000, Bruxelles accueille l'Euro et se profile comme une capitale sportive et culturelle grâce à une politique d'événements internationaux avec des festivals, des musées et des expositions. Bruxelles combine puissance institutionnelle et qualité de vie durable. En 2005, c'est la mise en service du train interrégional bruxellois complet, faisant de la ville une métropole polycentrique reliée à son arrière-pays. Durant les années 2010, Bruxelles adopte des politiques pionnières en mobilité douce. Elle devient une référence mondiale en climat et en urbanisme durable, au même rang que Copenhague ou Vienne. Durant les années 2020, Bruxelles profite du Brexit et attire massivement des institutions, des ONG, des entreprises et des universités internationales.
Bref, en 2025, Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, la capitale unique et officielle de l'Europe, la métropole verte et culturelle reconnue mondialement. Elle est citée aux côtés de New York, Genève, Singapour et Vienne comme une ville modèle du XXIe siècle. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie. Témoignage fictif d'un marchand flamand en 1835. Grâce au canal et aux quais aménagés, j'expédie mes draps vers Londres et Hambourg directement depuis Bruxelles. Avant, il fallait passer par Anvers. Désormais, tout passe par la capitale. Commerce et politique sont enfin réunis. Témoignage fictif d'une touriste parisienne en 1898. J'ai arpenté les boulevards verdoyants de Bruxelles et admiré les maisons de Monsieur Horta. Quelle cité splendide! Paris a ses avenues haussmanniennes, mais ici tout respire l'harmonie et la lumière. On se croirait dans un musée à ciel ouvert. Témoignage fictif d'un diplomate suisse en 1925. Genève a ses congrès, mais Bruxelles attire l'Europe entière. Ici, on parle français, flamand, anglais, allemand sans heure. J'ai l'impression d'assister à la naissance d'une véritable capitale de la paix. Témoignage fictif d'un étudiant bruxellois à l'exposition universelle en 1958. Tout le monde dit que Bruxelles est devenue la capitale de l'Europe. On le sent. Et on le sent. Les boulevards sont pleins d'étrangers. Le quartier européen ressemble à une cité-jardin moderne. Pas de tours disgracieuses, mais des bâtiments élégants. Quelle fierté d'étudier ici. Témoignage fictif d'une habitante des Marolles en 1989. Contrairement à ce qu'on craignait, on n'a pas rasé notre quartier, les maisons anciennes ont été restaurées, on a des espaces verts et un train qui passe au pas. Bruxelles est devenue une ville humaine, pas une jungle de béton. Témoignage fictif d'un journaliste britannique après le Brexit en 2015. Tandis que Londres se referme, Bruxelles s'affirme. Ici, les institutions européennes, les universités internationales et les entreprises cohabitent dans une ville verte et vibrante. Ce n'est plus seulement la capitale de la Belgique, ni même de l'Europe, c'est une capitale mondiale. Témoignage fictif d'une étudiante bruxelloise en 2025. Je prends le vélo le matin sur les pistes qui longent l'ancien canal, transformé en parc. Le métro et le train interrégional sont fiables. On rejoint Louvain en 20 minutes. Dans mon quartier, il y a des étudiants venus d'Afrique, d'Asie, d'Amérique. On nous dit que Bruxelles est le laboratoire des villes du futur, mais pour moi, c'est simplement chez moi. Quel aurait été le pire scénario pour Bruxelles, où tout se serait mal passé pour elle, la pire uchronie possible? Voici la chronologie. En 1830, lors de la Révolution belge, les élites hésitent. Par compromis, la capitale est fixée à Anvers, jugée plus riche et plus connectée au commerce maritime. Bruxelles perd immédiatement son rôle politique central et devient une grande ville provinciale sans statut spécial. En 1835, le premier chemin de fer belge est financé, tracé depuis Anvers, marginalisant Bruxelles. La Seine, insalubre, est laissée à ciel ouvert, avec des épidémies de choléra qui frappent en 1832, 1848 et 1849, faisant fuir la bourgeoisie. Bruxelles est d'emblée une ville déclassée. En 1850 et la fin des années 1870, l'industrialisation profite à Liège avec la sidérurgie et à Anvers comme un port international. Bruxelles reste un centre administratif médiocre. La Seine n'est pas recouverte correctement. Elle devient une plaie nauséabonde. Les projets haussmanniens échouent avec des boulevards inachevés, des quartiers historiques rasés et remplacés par des immeubles médiocres. En 1880, les festivités du cinquantenaire sont éclipsées par les expositions d'Anvers et de Paris. Bruxelles n'attire pas. À la fin du XIXe siècle, Bruxelles est déjà considérée comme une ville sale et mal gérée. En 1914, Bruxelles est incendiée par l'armée allemande comme Louvain. La Grande Place et le Palais de Justice sont détruits. L'entre-deux-guerres se passe dans la pauvreté. Anvers et Gand prospèrent et Bruxelles végète. Entre 1940 et 1945, avec les bombardements alliés sur les infrastructures ferroviaires et industrielles, il y a une destruction massive du centre. En 1945, Bruxelles est une capitale ruinée avec une réputation de ville sinistrée. Durant les années 1950, lors du choix de la capitale européenne, Bruxelles est écartée au profit de Strasbourg, qui en devient la capitale officielle, et de la ville de Luxembourg comme la capitale judiciaire. L'OTAN s'installe d'abord à Paris, puis à Beaune. Bruxelles n'a aucun rôle international. La reconstruction se fait dans la précipitation. On rase les ruines pour construire des autoroutes urbaines et des tours de béton. La bruxellisation est totale avec la disparition du tissu historique. Le centre-ville est éventré par des voies rapides. Bruxelles devient un symbole d'urbanisme raté, une anti-Vienne. Durant les années 1980, avec la crise économique et les tensions communautaires, l'État belge affaibli ne crée pas de région bruxelloise. La ville est gérée à la fois par la Flandre et la Wallonie, ce qui entraîne des blocages et des paralysies. Les classes moyennes fuient massivement vers la périphérie flamande et wallonne. Certains quartiers centraux sombrent dans la misère avec du chômage et de la délinquance. Durant les années 1990, les friches industrielles le long du canal restent abandonnées. Le commerce de drogue et la pauvreté s'y installent.
Bruxelles est perçue comme une ville sale, pauvre et ingouvernable. Durant les années 2000, contrairement à la réalité, les institutions européennes renforcent Strasbourg et Francfort. Bruxelles perd les dernières grandes agences. Le train interrégional bruxellois n'est jamais construit. Le métro stagne et a deux lignes avec des embouteillages permanents et une pollution chronique. Durant les années 2010, les inondations de la Seine, mal canalisées, provoquent des désastres à répétition. Les investisseurs fuient. En 2020, la Belgique éclate officiellement. La Flandre perd Anvers comme capitale, la Wallonie choisit Namur. Bruxelles devient une ville-État pauvre, appauvrie, isolée sans institutions internationales pour la soutenir. En 2025, la ville est gangrénée par la pauvreté, la criminalité et la fuite des cerveaux. Le patrimoine architectural a disparu sous le béton. L'économie repose sur quelques administrations locales et un tourisme en déclin. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie. Témoignage fictif d'un fonctionnaire bruxellois en 1835. On dit que la Belgique est née libre, mais notre ville n'a pas été choisie capitale. Tout se décide à Anvers. Ici, nous ne sommes qu'une sous-préfecture. Les notables partent, les rues sentent la Seine. Quelle humiliation. Témoignage fictif d'un médecin en 1890. Chaque été, le choléra revient. Les égouts sont inexistants. La Seine empeste et les autorités hésitent à la couvrir. Pendant que Liège et Anvers se modernisent, nous restons prisonniers de notre grâce. Témoignage fictif d'un habitant de la Grande Place en 1915. L'armée allemande a incendié nos maisons comme un Louvain. La Grande Place n'est plus qu'un tas de cendres. Le palais de justice, un squelette noirci. Nous ne sommes plus qu'une ville morte. Témoignage d'un urbaniste hollandais en visite à Bruxelles en 1955. J'ai vu Bruxelles aujourd'hui, quelle horreur. On détruit tout ce qu'il reste pour élargir des avenues aux voitures. Des autoroutes pénètrent jusqu'au centre. La ville n'a plus d'âme, seulement du béton. Témoignage fictif d'une mère de famille des Marolles en 1975. Ils ont rasé notre quartier pour construire une tour de bureau qui est déjà vide. Nous avons été relogés dans des bars grises, sans commerce ni chaleur humaine. Mes enfants ne connaissent plus la grande place, elle est encerclée de parkings. Témoignage fictif d'un diplomate européen en 1992. Strasbourg est la capitale, Francfort gère l'économie, Luxembourg la justice, Bruxelles rien. Quand je viens ici, je vois une ville divisée, sans avenir, où même les Belges hésitent à investir. Témoignage fictif d'un chauffeur de taxi en 2008. J'ai passé une heure dans les embouteillages du Ring. Pas de métro correct, les politiciens parlent mais personne n'agit. Bruxelles est un enfer de voitures et de pollution. Témoignage fictif d'une étudiante bruxelloise en 2025. Depuis que la Belgique a éclaté, nous vivons dans une sorte de ville-État pauvre. Les universités internationales sont parties à Amsterdam. Les institutions à Strasbourg, nous n'avons plus que des ruines modernistes, des ghettos et des souvenirs d'un passé qu'on n'a jamais su protéger. Et si le Royaume-Uni des Pays-Bas, après avoir fait échouer la révolution belge de 1830, avait unifié l'Allemagne? Concernant le réalisme de cette uchronie, il y a plusieurs points qui la rendent plausible. Sur le plan militaire, le Royaume-Uni des Pays-Bas n'était pas dépourvu de moyens. L'armée néerlandaise aurait pu réprimer plus efficacement la révolte si le roi des Pays-Bas avait réagi plus vite et si les grandes puissances n'avaient pas soutenu les Belges. L'union des ports néerlandais de Rotterdam et d'Amsterdam et de l'industrie wallonne de Liège et de Charleroi et des mines de charbon auraient formé une économie très compétitive dès le XIXe siècle. Cela aurait renforcé la position du royaume en Europe. Le roi des Pays-Bas était déjà duc de Luxembourg, donc membre de droit de la Confédération allemande. En cas de prestige accru avec la victoire de 1830, il aurait pu peser davantage dans les affaires allemandes. Mais qu'est-ce qui rendrait ce scénario improbable? En premier lieu, le Royaume-Uni et la France ne voulaient pas d'un bloc trop puissant au cœur de l'Europe. La Sainte Alliance aurait probablement accepté la répression de la Révolution belge, mais pas une expansion vers l'Allemagne. La Prusse et l'Autriche étaient deux États qui étaient les géants de la Confédération germanique. Imaginez qu'il laisse un roi périphérique, Guillaume Ier, et son fils Guillaume II, unifier l'Allemagne à leur place est difficile. Même affaiblie, la Prusse restait une puissance militaire redoutable. Déjà, l'union entre Néerlandais et Belges était fragile. Y ajouter les Allemands aurait encore accentué les tensions identitaires. L'unité aurait été beaucoup plus difficile à maintenir. L'Assemblée de Francfort en 1848 avait offert la couronne impériale au roi de Prusse, mais il avait refusé car elle venait du peuple. Imaginez le roi des Pays-Bas l'accepter, c'est plausible si on suppose un souverain plus libéral, mais historiquement, Guillaume Ier et II étaient plutôt conservateurs. Bref, à court terme, entre 1830 et 1840, le scénario est assez réaliste, avec la victoire sur les Belges, avec un renforcement du royaume et un poids accru en Allemagne. À moyen terme, en 1848, il aurait été beaucoup moins probable, car la Prusse et l'Autriche auraient presque certainement bloqué toute tentative d'unification menée par la haie
À long terme, en 1870, il aurait été quasi impossible, car la Prusse n'aurait pas accepté d'être vassalisée par un royaume perçu comme secondaire. C'est la chronologie de cette uchronie. En octobre 1830, l'armée néerlandaise est mieux organisée, soutenue par les garnisons luxembourgeoises, écrase l'insurrection à Bruxelles et Liège. En novembre 1830, le roi Guillaume Ier proclame la restauration de l'unité nationale. La Belgique reste dans le royaume. En 1831, durant la conférence de Londres, les grandes puissances protestent mais ne passent pas à l'action militaire, craignant un conflit général. La France, isolée, ne peut intervenir. Le Royaume-Uni des Pays-Bas sort renforcé diplomatiquement et militairement. En 1835, il y a un développement économique rapide avec l'ouverture des premières lignes de chemin de fer reliant Anvers, Bruxelles et Liège aux Pays-Bas. Le royaume devient un pôle industriel et commercial majeur en Europe du Nord. En 1843, c'est la mort de Guillaume Ier et c'est l'avènement de Guillaume II qui est plus ouvert aux compromis politiques. Le royaume adopte quelques réformes constitutionnelles pour apaiser les tensions entre Néerlandais et Belges. En 1848, c'est le printemps des peuples en Europe. L'Assemblée de Francfort propose une constitution libérale pour une Allemagne unifiée. Contrairement à la réalité, Guillaume II des Pays-Bas accepte la couronne impériale, profitant de son statut de souverain du Luxembourg et du prestige acquis en 1830. C'est cette année-là qu'il y a la naissance d'une Union allemande du Nord, dominée par le Royaume-Uni des Pays-Bas en 1850. Il y a des conflits diplomatiques avec la Prusse et l'Autriche qui refusaient cette unification. Qui refusent cette unification. L'Union allemande du Nord regroupe les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, les États rhénans et certaines principautés du Nord. En 1856, il y a une guerre courte contre l'Autriche soutenue par la Prusse. Cette guerre se terminera avec la victoire des troupes néerlando-belgo-allemandes avec l'appui britannique, qui préfère affaiblir l'Autriche que de voir la France dominer le Rhin. L'Autriche est exclue définitivement des affaires allemandes. Il y a, à la même période, l'intégration progressive de la Prusse orientale dans l'Union. Sous pression diplomatique et économique, Berlin devient un centre administratif secondaire, tandis qu'Aix-la-Chapelle est choisie comme capitale symbolique avec l'héritage carolingien. Durant la crise entre la France et le bloc germanique, les États dominés par les Pays-Bas, Napoléon III tente d'arrêter la montée en puissance de ce bloc nord-européen. L'armée impériale française est battue à Sedan par une coalition dirigée par Amsterdam, Bruxelles et Berlin. En 1871, il y a la proclamation du Royaume-Uni des Pays-Bas germaniques, ou RUPG, à Bruxelles. Cet État a une structure tripolaire qui a la Haye comme capitale politique, Anvers comme capitale économique et maritime, Aix-la-Chapelle comme capitale impériale symbolique. Guillaume II devient empereur des Germano-Bataves. En 1880, le RUPG est désormais la première puissance industrielle du continent, surpassant même le Royaume-Uni sur le plan commercial grâce à ses ports et à son industrie lourde. La France vit dans un esprit de revanche permanente, accélérant la course aux armements. En 1890, le RUPG continue d'investir dans la marine, rivalisant avec la Royal Navy. L'Afrique est partagée différemment. Le RUPG obtient le Congo grâce à l'ancien lien belge et une partie de l'Afrique de l'Est. En 1900, l'Europe est dominée par le triangle de puissance. Tout d'abord, nous avons le Royaume-Uni qui est un empire maritime mondial. Et par la suite, nous avons le RUPG, ou Royaume-Uni germano-batave, qui est un empire industriel et continental. Et puis finalement, la Russie qui est un colosse oriental. La France reste affaiblie et isolée, obsédée par la revanche. En 1914, comme dans la réalité, il y a la crise des Balkans, mais au lieu de l'attentat de Sarajevo, la guerre éclate plutôt après un conflit austro-serbo-russe. Le Royaume-Uni germano-batave est hostile à l'Autriche depuis les années 1850 et il se range aux côtés de la Russie. La Prusse et le RUPG combattent donc contre l'Autriche et la France alliée. En 1916, l'armée française s'effondre après de lourdes défaites en Lorraine. Paris tombe brièvement sous l'occupation germano-batave. L'Autriche est démantelée par le RUPG et la Russie. En 1918, c'est la fin de la guerre et la France perd l'Alsace-Lorraine définitivement et sa monarchie est restaurée sous l'influence batave. L'Autriche est réduite à Vienne et la Haute-Autriche. Ces territoires sont intégrés dans des États satellites germano-bataves. Le Royaume-Uni germano-batave devient la première puissance mondiale avec le Royaume-Uni. Durant les années 1920, Bruxelles devient un centre financier mondial concurrençant Londres et New York. En 1930, la Grande Dépression arrive et le Royaume-Uni germano-batave, ou RUGB, est frappé. Mais son économie est diversifiée. Avec des ports, une industrie et des colonies, ce qui limite les dégâts. Il n'y a pas de montée du nazisme, mais il y a l'apparition de mouvements nationalistes flamands, wallons et allemands exigeant plus d'autonomie au sein de l'Empire. En 1940, la Flandre se rebelle contre le gouvernement allié du RUGB.
Humilié depuis 1918 et tente une revanche en s'alliant à l'Italie fasciste. Une nouvelle guerre éclate, mais l'armée révolutionnaire française et l'armée italienne sont battues en quelques mois. Le RUGB annexe la Flandre française et la Savoie. En 1950, le RUGB domine. Il englobe l'Europe centrale, la Belgique et les Pays-Bas, le nord de l'Allemagne, une partie de l'Autriche et l'Alsace-Lorraine. Londres et Washington forment une alliance atlantique pour contenir ce bloc continental. Entre 1960 et 1980, la guerre froide est différente. Il y a un bloc atlantique qui contient les USA, le Royaume-Uni et ses colonies, un bloc continental avec le Royaume-Uni germano-batave et ses satellites, et un bloc soviétique plus faible car il est privé d'une Europe centrale instable. En 2000, le Royaume-Uni germano-batave existe toujours sous une forme fédérale, avec un parlement bicaméral à Bruxelles et à Berlin. Les langues officielles sont le néerlandais, le français et l'allemand. C'est la première puissance économique mondiale, surpassant les États-Unis et la Chine. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie, journal fictif d'un bourgeois bruxellois en 1830. Nous avons cru en août dernier que la flamme de la liberté française nous gagnerait, mais les soldats du roi sont entrés par la porte de Schaerbeek comme une marée d'acier. Bruxelles est reprise. Certains parlent d'oppression, moi je vois plutôt de l'ordre. Le commerce reprend et Anvers se bourdonne déjà de navires. Peut-être n'est-ce pas une si grande défaite que cela. Lettre fictive d'un député allemand de Francfort en 1848. L'histoire hésite. La Prusse refuse notre couronne. Mais voici que Guillaume II des Pays-Bas, souverain aussi du Luxembourg, se dit prêt à l'accepter. Un roi batave à la tête d'une Allemagne nouvelle. Ce n'est pas ce que nous avions imaginé, mais il vaut mieux un empire libéral qu'un chaos d'État. Discours fictif de proclamation du Royaume-Uni germano-batave à Bruxelles en 1871. Peuple d'Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique. Aujourd'hui, nous ne sommes plus divisés par les langues ni par les frontières imposées. Nous renaissons dans l'esprit de Charlemagne sous un sceptre commun pour que l'Europe du Nord soit unie et forte face au monde. Journal fictif d'un soldat français après la chute de Paris en 1916. Jamais je n'aurais cru voir les drapeaux germano-bataves flotter sur les Tuileries. Les officiers parlent en allemand, d'autres en néerlandais, et certains même en français avec l'accent de Bruxelles. C'est étrange, cet empire ressemble à un patchwork, et pourtant il avance comme une seule armée. Article du Times de Londres en 1925. Le Royaume-Uni germano-batave domine le commerce mondial. Anvers et Rotterdam surpassent nos docks. Les banquiers de Bruxelles prêtent à l'Argentine et à la Chine. Il est temps que l'Empire britannique s'adapte à ce nouveau rival continental où nous serons relégués à la périphérie de l'histoire. Témoignage fictif d'un étudiant flamand à Berlin en 1962. J'étudie ici à l'université de Humboldt. Mes cours sont en allemand, mais mes colocataires parlent français et néerlandais. On dit que notre royaume est un miracle, mais dans les cafés, les nationalistes murmurent. Les Flamands veulent plus d'autonomie, mais les Bavarois aussi. On dirait que l'unité impériale est solide de loin, mais fragile de près. Interview fictive dans un journal de Bruxelles en 2001. Nous avons grandi avec 3 langues officielles, le français, l'allemand et le néerlandais. Les enfants parlent les 3 sans accent. Certains disent que c'est une lourdeur administrative. Moi, je dis que c'est une richesse. Notre royaume n'est pas parfait, mais il a donné la paix, la prospérité et la place de première puissance mondiale. Que demander de plus? Alors que l'Uchronie précédente était très peu réaliste, voici une version un peu plus réaliste. En 1848, contrairement à la Prusse et à l'Autriche qui vacillent, Guillaume II propose d'accueillir à La Haye une conférence des États allemands. Le Royaume-Uni des Pays-Bas devient un médiateur entre les pays libéraux et les monarchies conservatrices. En 1850, il y a la création d'une union douanière nord-européenne, regroupant les Pays-Bas, la Belgique, les États rhénans et Hanovre. Cette union rivalise avec le Zollverein, dominé par la Prusse. En 1860, l'économie du royaume batavo-belge est le plus dynamique d'Europe occidentale. Anvers dépasse Hambourg et Marseille comme premier port continental. Le royaume devient banquier de l'Allemagne, finançant des projets ferroviaires en Prusse et en Bavière. En 1866, c'est la guerre austro-prussienne. Dans notre réalité, la Prusse bat l'Autriche. Dans cette uchronie, le Royaume-Uni des Pays-Bas joue le rôle d'arbitre. D'un côté, il menace de couper ses financements à la Prusse si la guerre s'éternise et émet des pressions diplomatiques pour éviter l'annexion brutale des États allemands. Le résultat est que tout s'est terminé en compromis. La Confédération germanique aurait été réformée sans domination totale de la Prusse. En 1870, la guerre franco-prussienne a été évitée. La France hésite à attaquer car le Royaume-Uni des Pays-Bas déclare sa neutralité armée, mais prévient qu'il défendra ses ports et le Rhin si Paris franchit la frontière belge. La Prusse gagne en prestige, mais n'ose pas défier le bloc nord-européen. En 1880, le Royaume-Uni des Pays-Bas devient la Suisse des grandes puissances. Il est l'arbitre des conflits, il est le banquier de l'Europe et est une puissance maritime et commerciale mondiale.
En 1900, l'Empire allemand existe, mais est plus fragile et est moins centralisé que dans notre réalité. Le Royaume-Uni des Pays-Bas reste extérieur, mais influence fortement son économie. En 1900, l'Empire allemand existe, mais est plus fragile et moins centralisé que dans notre réalité. Le Royaume-Uni des Pays-Bas reste extérieur, mais influence fortement son économie. En 1914, c'est la crise des Balkans. Le Royaume-Uni des Pays-Bas tente une médiation entre l'Autriche et la Serbie. La Première Guerre mondiale éclate malgré tout, mais le Royaume-Uni des Pays-Bas reste neutre. Ses ports deviennent essentiels au commerce mondial. Ses banques financent les deux factions. En 1919, concernant le traité de paix, l'Allemagne moins unifiée et moins durement sanctionnée, le Royaume-Uni des Pays-Bas sort renforcé comme une puissance neutre et indispensable. De 1930 à 1940, pendant la Grande Dépression, la prospérité du Royaume-Uni des Pays-Bas attire des capitaux et des industries. Hitler existe peut-être, mais il a beaucoup moins de succès. L'Allemagne n'a pas connu la même humiliation et le bloc nord-européen reste un contrepoids économique et diplomatique. En 1940, si l'Allemagne nazie émerge malgré tout, l'existence d'un Royaume-Uni des Pays-Bas puissant rend l'invasion de la Belgique et des Pays-Bas beaucoup plus difficile, possibilité que le Royaume forme une coalition préventive avec le Royaume-Uni et la France pour contenir Hitler avant 1939. Entre 1950 et 2000, dans cette uchronie réaliste, le Royaume-Uni des Pays-Bas devient un des piliers de l'Union européenne, qu'il aurait probablement contribué à créer plus tôt, mais aussi un modèle de puissance maritime, industrielle et financière et de stabilité. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie. Lettre fictive d'un commerçant d'Anvers à son frère à Rotterdam en 1831. La révolte a été écrasée, les rues de Bruxelles sont calmes. Beaucoup de mes amis craignaient une annexion par la France, mais voilà que nous restons sous le sceptre d'un seul roi. Pour nous autres marchands, c'est une bénédiction. Déjà des contrats arrivent de Liège pour nos bateaux, Anvers renaît. Extrait fictif du journal de Cologne en 1848. Alors que Berlin et Vienne brûlent de révolte, La Haye se dresse comme une ville de paix. Le roi Guillaume II a proposé que les princes allemands se réunissent chez lui pour discuter d'une réforme de la Confédération. Qui aurait cru que le trône batave deviendrait le médiateur de l'Allemagne? Rapport fictif d'un diplomate prussien à Berlin en 1856. Les banques d'Amsterdam et de Bruxelles financent désormais nos lignes de chemin de fer. C'est une dépendance inquiétante. Chaque locomotive qui roule en Prusse le doit à l'or batave. Mais sans cet argent, notre industrie n'avancerait pas. Le roi des Pays-Bas n'a pas d'armée immense, mais il tient l'Allemagne par la bourse. Témoignage fictif d'un soldat hanovrien après la guerre austro-prussienne en 1866. Nous attendions la guerre totale, mais les Bataves ont parlé. Ils ont dit pas de conquête, pas de pillage ou plus de crédit. Et comme par magie, les généraux se sont assis autour d'une table. Jamais je n'aurais cru que la paix pouvait sortir des coffres d'Anvers. Éditorial fictif dans le journal des débats à Paris en 1871. La Prusse s'élève, certes, mais son ombre ne recouvre pas toute l'Allemagne. Le Royaume-Uni des Pays-Bas, par son commerce et ses ports, maintient un contrepoids. Bruxelles et Rotterdam pèsent autant que Berlin et Francfort. Voilà qui explique pourquoi nous n'avons pas eu de guerre cette année. Témoignage fictif d'une institutrice luxembourgeoise en 1915. La guerre fait rage en Europe. Mais ici, nous sommes épargnés. Nos élèves voient passer des convois de marchandises vers Rotterdam. Le royaume est neutre, mais tout le monde sait qu'il nourrit les armées des deux camps. Certains disent que notre roi n'est pas seulement souverain, mais il est aussi banquier du monde. Témoignage fictif d'un Flamand à Berlin en 1936. Chez nous, on lit dans les journaux que l'Allemagne sombre dans le nationalisme. Ici, je le vois dans mes propres yeux, par mes propres yeux. Drapeau, slogan, discours, mais un vieil homme à l'auberge m'a dit: le Führer aboie, mais il ne morde pas tant que les Bataves contrôlent nos finances. Peut-être qu'il avait raison. Déclaration fictive d'un ministre britannique à la Chambre des communes en 1957. L'Europe se reconstruit et nous devons compter avec un acteur incontournable, le Royaume-Uni des Pays-Bas. Sans lui, point de marché commun. Ses ports, ses banques et ses industries sont les artères de notre continent. Il n'a pas fait l'Allemagne, mais il a fait l'Europe. Et si le duc de Nemours était devenu roi de Belgique à la place de Léopold Ier en 1831? Dans notre réalité, le duc de Nemours était le second fils du roi Louis-Philippe Ier d'Orléans, a été élu par le Congrès belge le 3 février 1831. Cependant, son père a refusé qu'il ne devienne roi. Aussi que le Royaume-Uni surtout, mais aussi les grandes puissances refusaient que la Belgique ne tombe dans l'orbite française. Quelles auraient été les causes qui auraient amené à ce qu'il devienne roi? En premier lieu, le roi Louis-Philippe aurait été un compromis, on va y arriver, aurait promis à Londres la neutralité belge et le maintien de l'ouverture de l'Escaut. En second lieu, les notables catholiques auraient logiquement préféré un prince français plutôt qu'un protestant allemand dans le cas où Léopold de Saxe-Cobourg et Gotha avaient été élus. En troisième lieu, concernant le contexte international,
les grandes puissances auraient été absorbées par d'autres crises, notamment l'insurrection polonaise, dont nous avions déjà discuté précédemment, et notamment les agitations en Italie. Dans cette uchronie, au mois de décembre 1830, Louis-Philippe Ier, plus habile ou plus audacieux, aurait accepté que son fils, le duc de Nemours, Louis d'Orléans, soit officiellement candidat. Le Congrès belge, majoritairement pro-français, l'élit roi sous le nom de Louis Ier de Belgique. Face à la menace d'un retour des Pays-Bas ou d'une mainmise autrichienne, la France et la Belgique obtiennent l'appui tacite de la Russie et l'abstention résignée de la Prusse. Le Royaume-Uni proteste mais n'ose pas aller à la guerre, craignant d'isoler son commerce. En ce qui concerne les conséquences à court terme, soit de 1830 à 1850, tout d'abord, la francophonie aurait progressé sous Louis Ier au détriment de flamands, surtout dans l'administration. Le royaume belge serait devenu un satellite de la monarchie de Juillet, garantissant au roi Louis-Philippe un prestige européen. La Royal Navy surveille de près la côte belge et aurait accéléré la construction du port de guerre. Contrairement à la Belgique de notre monde, qui devient un État tampon reconnu par tous, la Belgique Nemours est perçue comme une extension de la France. Et concernant les conséquences à long terme, les voici. Lorsque la révolution de 1848 éclate, Louis-Philippe Ier abdique. Mais à Bruxelles, son fils, roi des Belges, conserve son trône. Cela crée un refuge orléaniste en Europe. Un État où la dynastie peut survivre. Après l'instauration de la Deuxième République française, les républicains français voient la Belgique comme une monarchie hostile. Les relations deviennent glaciales, parfois belliqueuses. En cas de guerre franco-prussienne, en 1870, la Belgique, liée dynastiquement à la France, est entraînée dans le conflit. La Confédération de l'Allemagne du Nord justifie plus facilement l'invasion du territoire belge, et concernant l'histoire coloniale, celle-ci change radicalement. Soit la Belgique ne fonde pas d'empire colonial, soit celui-ci est lié directement à l'expansion française. La monarchie orléaniste belge aurait pu choisir l'ouverture de l'ESCO et sa neutralité commerciale, et concernant la neutralité de la Belgique, les puissances présentes à la conférence de Londres entérinent au bout des lèvres une neutralité qualifiée moins absolue qu'en histoire réelle, en échange d'engagements belges sur les fortifications et la non-cession de ports à la France, mais aussi le Royaume-Uni aurait exigé aucune base française en Flandre. Dans ce scénario, nous avons une charte qui est inspirée de celle de 1830 en France, en plus de garanties belges concernant les libertés communales et confessionnelles. Désolé. Il y aurait pu avoir aussi des clauses limitant l'aide militaire française directe, mais avec aussi des inspections portuaires et un plafond d'effectifs pour les places fortes de l'ESCO et de la côte. Concernant les effets à court terme sur la société belge, il y aurait pu avoir entre 1830 et 1850 une réorganisation de l'armée avec des officiers français, mais avec des conseillers et instructeurs prussiens tolérés par un gage d'équilibre. Concernant la religion catholique et le gouvernement belge, il y aurait pu avoir un compromis catholique et orléaniste avec une influence épiscopale élevée sur l'éducation, avec en contrepartie un ordre public stable. Concernant l'économie, nous aurions pu avoir un triangle économique Anvers-Bruxelles-Liège qui aurait surperformé grâce au marché français avec le textile, la métallurgie et le rail, mais il y aurait eu une dépendance commerciale accrue vis-à-vis de Paris. Les relations avec les Pays-Bas auraient pu s'aggraver avec les négociations longues et des frontières et des dettes du Royaume-Uni des Pays-Bas, avec quelques incidents sporadiques qui auraient pu se déclarer à la frontière du Limbourg et du Luxembourg. Concernant l'armée, il y aurait pu avoir une coopération militaire avec des plans de fortification compatibles, avec une standardisation de l'armement, avec une diplomatie alignée certes, mais pas fusionnée. Il y aurait pu avoir une assurance vie maritime via Londres, ce qui aurait voulu dire avec un engagement contractuel de libre passage à Anvers et Ostende avec des visites navales britanniques régulières comme des garanties flottantes. Concernant les relations avec la Prusse, elles sont des relations de bon voisinage avec des accords ferroviaires, notamment avec des corridors vers la Ruhr pour réduire l'hostilité prussienne. Concernant la chute de la monarchie de Juillet, la Belgique aurait pu tenter de se rapprocher tactiquement du Royaume-Uni pour préserver la neutralité commerciale et pour éviter l'isolement diplomatique. Concernant les années 1850 à 1870, il est possible que des réseaux ferriers et portuaires auraient été boostés pour servir de hub nord-européen entre la Manche et le Rhin. Concernant la sécurité du territoire belge, il y aurait pu avoir une doctrine appelée ceinture d'Anvers qui consisterait à une force mobile légère pensée pour gagner du temps diplomatique
en cas d'agression prussienne. Concernant la guerre franco-prussienne, quels sont les scénarios possibles? Concernant le scénario numéro 1, et ce qui est le plus probable, Berlin considère Bruxelles comme une impadice stratégique de la France. Les Prussiens auraient tenté une opération éclair visant Liège et les lignes vers Paris. Le Royaume-Uni, voyant la neutralité trahie de fait depuis 1831, intervient diplomatiquement mais évite l'engrenage militaire direct. Concernant le scénario numéro 2, il y aurait pu avoir une dissuasion navale britannique et en plus de garanties belges de non-intervention active en faveur de Paris, la Belgique reste armée mais neutre, subissant tout de même l'occupation temporaire de zones frontalières. Dans tous les cas, les villes d'Anvers et de Liège deviennent des objectifs militaires précoces, augmentant les destructions et les coûts de reconstruction. Concernant l'époque coloniale, la Belgique aurait pu participer belge au capital et à l'administration des colonies françaises, notamment avec des banques et des ingénieurs liégeois. La Belgique aurait pu avoir des comptoirs commerciaux en Afrique de l'Ouest et en Indochine via des concessions économiques, mais sans souveraineté directe. Concernant la finance, la place de Bruxelles devient un pont de capitaux entre Londres, Paris et le Rhin, mais demeure exposé au cycle politique français de 1848 et 1870. On aurait remarqué des conflits plus profonds, que cela soit entre les élites bruxelloises et wallonnes plutôt pro-France, et les Bruxellois, qu'est-ce que je raconte? Et les bourgeoises, et les bourgeoisies portuaires et industrielles flamandes pro-britanniques pour protéger l'accès au marché. Concernant la période de 1880 et 1914, il est possible que des fortifications auraient été construites dans la province d'Anvers, mais aussi aux abords de la Meuse, renforcées plutôt et selon des standards franco-belges, avec des coûts budgétaires élevés, avec des transferts technologiques notamment concernant l'artillerie et l'acier. Il y aurait pu aussi avoir des dialogues avec Berlin concernant les corridors industriels. Concernant la Première Guerre mondiale alternative, la violation du territoire belge par l'Allemagne devient presque certaine dès les plans initiaux car la neutralité de la Belgique est moins crédible, ce qui précipite l'entrée britannique et même peut-être encore plus rapide que dans notre histoire. Concernant le scénario en 1831 et en plus du traité de neutralité limitée, la Belgique aurait pu être démilitarisée en Flandre zélandaise. Concernant les institutions, celles-ci sont plus alignées sur les codes politiques parisiens avec un cercle orléaniste et un culte de la respectabilité bourgeoise. La Belgique est moins intégrée au marché néerlandais et hanséatique. Concernant l'économie, il y aurait pu avoir une orientation sud-ouest avec des corridors entre Charleroi, Maubeuge et Paris, mais aussi entre Anvers et Lille plutôt que entre Rotterdam et l'Allemagne du Nord. Londres obtient un veto politique informel sur toute base navale française à Anvers. Entre la France et la Belgique, il y aurait pu avoir une union douanière, mais incomplète pour ne pas énerver Londres. Des conventions postales auraient pu être signées entre la France et la Belgique. Concernant la Prusse, elle conserve une vigilance accrue sur le Rhin avec des fortifications modernisées à Coblence et à Cologne. Concernant l'Autriche, elle est trop préoccupée par ses guerres en Italie. Une guerre des infrastructures est déclarée entre Rotterdam et Anvers. Concernant la guerre de Crimée de 1853 à 1856, Bruxelles aurait pu soutenir discrètement l'axe anglo-français sans engagement militaire et elle aurait capitalisé sur les contrats logistiques. D'autres scénarios concernant la guerre franco-allemande sont possibles. D'un côté, la neutralité belge est strictement respectée grâce à un traité multilatéral renforcé. Le territoire n'est pas envahi et Bruxelles devient une place de médiation. D'un autre côté, avec une provocation ou une imprudence diplomatique, amènerait à une violation prussienne de la neutralité, en partie justifiée par la proximité dynastique avec la France, et cela donnerait à la fin une occupation limitée de l'Est du pays avec un choc durable dans l'opinion. Si la guerre aurait été combattue avec la France, la Belgique aurait quand même, tout comme la France, subi une terrible défaite. Concernant l'industrie, celle-ci se développe très fortement en Wallonie, cependant en Flandre, l'industrie textile se diversifie plus tardivement. Voici les témoignages alternatifs que j'ai imaginés pour cette Belgique. Journal fictif d'un député belge en décembre 1830. Aujourd'hui, le jeune duc de Nemours est désormais lui premier roi des Belges. Les Anglais fulminent, mais l'enthousiasme des Bruxellois valait leur protestation. Les drapeaux tricolores se mêlent à nos couleurs nationales. Nous croyons avoir trouvé l'équilibre, un prince français, mais une Belgique libre. Que Dieu nous garde d'un retour des Hollandais. Une correspondance fictive d'un diplomate britannique à Londres en février 1831. La nomination du duc de Nemours
est un coup de maître de Louis-Philippe. Nous sommes contraints de tolérer cet état de fait, faute d'alliés disponibles pour soutenir la haie. Toutefois, je recommande que Sa Majesté s'assure du contrôle d'Anvers et de l'Escaut. Sans cela, la Flandre tiendrait la clé du commerce du Nord. Témoignage fictif d'un ouvrier flamand en 1847. Au bureau communal, on me rit au nez quand je parle en flamand. Le roi est français, les ministres parlent français, et nous devons payer nos impôts sans comprendre nos papiers. À Gand, des sociétés s'organisent pour réclamer nos droits. On dit que même à Anvers, on en parle. Discours fictif du roi Louis Ier aux chambres belges, en mars 1848. La tempête républicaine secoue l'Europe, et mon père a dû quitter son trône en France, mais ici en Belgique, je resterai fidèle à notre Constitution. Je ne suis ni roi de France, ni roi par la grâce de la baïonnette, mais roi des Belges par le vote de cette Assemblée. Je défendrai vos libertés contre tout excès, qu'ils viennent du despotisme ou de l'anarchie. Article fictif de presse français du journal Le Siècle de juillet 1870. Bruxelles s'agite. Le roi Louis Ier, parent de nos Orléans, proclame la neutralité de son royaume tandis que l'Empire affronte la Prusse. Déjà, les Prussiens insinuent que cette neutralité n'est qu'un masque, que la Belgique cache dans ses arsenaux des armes françaises. Pauvre royaume, il sera bientôt obligé de choisir entre ses alliés et sa survie. Être fictif d'un bourgeois bruxellois après Sedan en septembre 1870. Les troupes prussiennes campent à Liège. Elle jure de ne pas vouloir occuper Bruxelles, mais tout le monde tremble. Les cafés bruissent de rumeurs. Certains réclament qu'on arme la garde civique. D'autres qu'on se tienne à l'écart. Le roi garde le silence. La France s'écroule et nous, avec elle, nous risquons d'être entraînés dans l'abîme. Extrait fictif d'un manuel scolaire belge 1900. Le roi Louis Ier monte sur le trône en 1830, sut préserver l'indépendance de la Belgique malgré les tempêtes. Son origine française lui valut d'abord la méfiance de l'Angleterre et de la Prusse, mais il incarne bientôt un principe supérieur, celui d'une monarchie constitutionnelle ferme et modérée, capable de contenir les passions. Il a transmis à son fils un royaume respecté et prospère. Et si l'archiduc Charles Louis d'Autriche était devenu roi de Belgique en 1831? Dans notre réalité, au Congrès de Belgique, il n'a récolté que très peu de voix. Cependant, quelques éléments auraient pu faire pencher la balance en sa faveur. Dans cette uchronie, l'archiduc bénéficie d'un retournement diplomatique. L'Autriche, inquiète de l'agitation en Italie et en Allemagne, pousse activement sa candidature. Londres, craignant une trop forte influence française, si un prince orléaniste accède au trône, finit par considérer l'option autrichienne comme un moindre mal. Le Congrès national, partagé entre conservateurs catholiques et libéraux, choisit l'homme réputé modéré et expérimenté, Charles Ier, roi des Belges. Les autres raisons qui auraient pu amener à ce qu'il se fasse élire sont les suivantes. D'abord, il fut vainqueur de plusieurs batailles contre Napoléon. Charles jouit d'une grande réputation de stratège, ce qui rassure les Belges face à la menace néerlandaise. Mais aussi, il fut considéré comme moins autoritaire que Metternich. Il avait une réputation de libéral modéré dans l'Empire. Il n'était ni français, ni anglais, ni hollandais, ni prussien. Il représente une figure neutre que les grandes puissances auraient pu tolérer pour éviter une domination trop directe d'un seul camp. Finalement, les élites belges catholiques voient en lui un prince d'une grande maison catholique, ce qui flatte le clergé belge très influent. Maintenant, quelles sont les conséquences à court et à long terme? Entre 1830 et 1840, on remarque que sous Charles Ier, le pays aurait adopté une monarchie plus proche du modèle autrichien, avec un modèle d'équilibre entre catholiques moins libéral avec Léopold Ier. La Belgique aurait, au lieu de devenir une protégée de Londres, se serait retrouvée plus dans l'orbite de Vienne. Lui, Philippe, aurait vu d'un mauvais œil un Habsbourg sur le trône de Belgique, ce qui aurait ravivé les rivalités franco-autrichiennes. Charles Ier accepte la constitution belge 1831 mais encourage une lecture plus conservatrice. Les libéraux frustrés restent dans l'opposition et s'inspirent des mouvements révolutionnaires européens. L'Autriche protège le jeune royaume, ce qui stabilise ses frontières face aux Pays-Bas. Mais la Belgique devient un pion du système metternichien. Un État tampon certes, mais désormais ancré dans le camp conservateur. Les Britanniques se méfient. Au lieu d'être la Belgique anglaise de Léopold Ier, le pays devient une Belgique autrichienne, ce qui limite les investissements britanniques dans l'industrie wallonne. La Belgique développe moins de liens avec la City de Londres et se dirige vers plus de rapprochement avec les marchés germaniques. Le port d'Anvers se développe moins comme débouché britannique, davantage comme relais commercial vers la vallée du Rhin. Concernant la période entre 1840 et 1870, la Belgique aurait sans doute intégré plus fortement la sphère économique allemande et autrichienne, devenant une interface entre le Zollverein, union douanière allemande, et l'Europe de l'Ouest. Les Habsbourg, ayant déjà une tradition multilingue et multiethnique, la question flamande aurait peut-être traité plutôt et différemment, avec un roi autrichien
Bruxelles aurait été entraînée dans la grande vague révolutionnaire, avec un risque de soulèvement plus violent et peut-être une tentative de rattachement avec la France républicaine. Concernant la révolution de 1848, en Belgique, les libéraux et les ouvriers flamands et wallons se soulèvent, inspirés par Paris. Charles Ier, fidèle à l'Autriche, réprime durement les révoltes. Résultat, les libéraux belges s'exilent en France ou en Angleterre. La Belgique acquiert une réputation d'un État traditionnaliste en Europe occidentale, au même titre que l'Autriche elle-même. Le compromis catholique libéraux qui a marqué l'histoire réelle de la Belgique n'émerge pas. Concernant la période entre 1870 et 1914, en cas de guerre franco-prussienne, une Belgique gouvernée par un Habsbourg aurait probablement penché vers l'Autriche et l'Allemagne plutôt que de rester neutre comme sous Léopold II. Cela aurait pu changer le sort de la France. Concernant l'unification allemande, dans la réalité, Léopold Ier avait maintenu la neutralité belge protégée par Londres. Ici, la situation est différente. La Belgique est gouvernée par Habsbourg, donc proche de Vienne. Donc, de la guerre Donc, au niveau de la guerre franco-prussienne en 1866, Bruxelles soutient discrètement l'Autriche contre Bismarck. Après la victoire prussienne, la Belgique se retrouve isolée diplomatiquement, perçue comme un vestige du camp des vaincus. Les conséquences auraient été les suivantes. La Belgique n'est pas intégrée au Zollverein démonié par Berlin, ce qui limite ses échanges commerciaux. La Prusse, tout comme la France, envisage toutes deux la Belgique comme une zone d'influence à absorber. Dans l'Uchronie, Charles Ier, très âgé, son fils ou un successeur Habsbourg, lui a sans doute succédé, et tenté de soutenir l'Autriche et la France contre la Prusse. Les conséquences possibles sont la Belgique devient un champ de bataille lors de la guerre franco-prussienne. Prussiens et Français violent son territoire, annulant de fait la neutralité belge. À l'issue de la victoire allemande, la Belgique tombe dans l'orbite de Berlin, beaucoup plus qu'à Vienne. Concernant le reste du XIXe siècle, Léopold II ne serait jamais montré sur le trône, l'empire colonial belge n'aurait probablement pas existé. Le Congo aurait pu tomber sous domination française, britannique ou portugaise. Le Congo aurait été plus probablement annexé soit par la France qui souhaitait une extension de l'Afrique équatoriale française ou l'Angleterre pour relier l'Afrique australe à l'Égypte. La Belgique privée de ressources coloniales reste riche par son industrie charbonnière et sidérurgique, mais dépendante des marchés extérieurs dominés par Berlin. Au XXe siècle, la Belgique aurait été beaucoup moins attachée au Royaume-Uni, plus liée au destin des empires centraux, peut-être même intégrée à une confédération germanique élargie. En 1914, la Belgique n'aurait probablement pas été innocente, victime de l'invasion allemande, mais plutôt un allié ou vassal de Berlin, changeant radicalement la dynamique de la Première Guerre mondiale. Militairement, elle a signé des accords défensifs avec l'Empire allemand et l'Autriche-Hongrie. Dans notre réalité, l'Allemagne envahit la Belgique pour contourner les défenses françaises, le plan Schlieffen. Ici, ce détour n'est plus une violation, mais une coopération militaire. L'armée allemande, qu'est-ce que je raconte? L'armée belge, environ 200 000 hommes mobilisables, combat aux côtés des Allemands et les forteresses de Liège et de Namur, au lieu de retarder l'avancée allemande, servent de base logistique. Les ports belges d'Anvers et d'Ostende deviennent accessibles à la flotte allemande, ce qui menace directement les lignes maritimes britanniques dans la Manche et la mer du Nord. Sans la résistance belge, l'armée allemande atteint Paris plus vite. Dans notre monde, l'invasion barbare de la Belgique a été un puissant moteur de propagande en Grande-Bretagne et aux États-Unis si cet argument disparaît. Historiquement, Londres déclare la guerre après la violation de la neutralité belge. Si ces neutralisés n'existent pas, l'entrée en guerre britannique aurait pu être retardée ou limitée à un engagement naval. La Belgique devient une zone de concentration des troupes allemandes permettant une logistique fluide entre la Ruhr et le front français. Le littoral belge, notamment Zeebrugge et Ostende, est utilisé par la marine impériale allemande et par les sous-marins U-boat. Cela rend la guerre sous-marine contre la Grande-Bretagne beaucoup plus efficace et proche. La France se retrouve attaquée non seulement par l'Est, mais aussi par le Nord-Ouest sans obstacle majeur. Concernant les conséquences géopolitiques au niveau international, l'absence du viol de la Belgique réduit l'indignation américaine. L'entrée en guerre des États-Unis pourrait être retardée de plusieurs années, voire ne pas se produire. Voir la Belgique aux côtés de l'Allemagne renforce l'image d'un bloc germanico-catholique. Rome hésite encore plus à rejoindre l'entente. La situation à l'ouest est encore plus favorable aux Allemands. Berlin peut dégager plus de troupes contre l'armée russe, ce qui accélère la défaite russe. L'Allemagne, profitant du soutien belge, gagne rapidement des positions clés en France. Si Paris tombe dès 1914 et 1915, la France pourrait demander une armistice, laissant l'Angleterre seule. L'Europe aurait pu connaître une victoire rapide des empires centraux. Concernant la fin de la guerre, la France aurait vu le Nord-Pas-de-Calais lui être confisqué, une région qui est riche en charbon.
La Belgique aurait été récompensée par Berlin, notamment d'une annexion éventuelle du Luxembourg et du Limbourg néerlandais par les pressions allemandes. L'Allemagne aurait pu céder une partie de l'Afrique, par exemple le Congo français ou l'Afrique équatoriale, en compensation de son absence d'empire. L'Europe de l'Ouest serait dominée par un bloc germanico-belgo-autrichien, réduisant la France à une puissance secondaire. La Grande-Bretagne affaiblie se replie sur son empire maritime et elle signe une paix séparée, gardant son empire colonial, mais en échange d'une neutralité stricte en Europe. Concernant la Russie, celle-ci s'est effondrée par la révolution de 1917, comme dans notre réalité avec le traité de Brest-Litovsk, donnant aux empires centraux un immense glacis à l'est. Dans les années 1920 et 1930, la Belgique devient la façade maritime de l'Empire allemand. Son rôle stratégique dépasse largement son poids démographique. Bruxelles, Liège et Anvers sont pleinement intégrés dans la Mitteleuropa allemande, la zone économique allemande. La Belgique administre un empire africain, mais sous supervision de Berlin. Il y aurait eu moins d'influence anglo-saxonne, notamment du jazz et du cinéma américain. L'Europe aurait été plus germanophone et catholique et conservatrice. Le mouvement flamand aurait reçu un appui direct de Berlin, ce qui aurait affaibli la domination francophone en Belgique. Concernant la présence du nazisme dans cette histoire alternative, celui-ci n'a pas de place dans l'Allemagne impériale, car dans notre réalité, le nazisme naît du traumatisme de la défaite de 1918. Ici, l'Allemagne est victorieuse et donc il n'y a pas de sentiment de revanche, pas d'hyperinflation et donc pas de Hitler. À la place du nazisme, nous aurions eu une hégémonie allemande impériale, autoritaire, mais pas nécessairement fasciste. Dans notre histoire alternative, la question juive ne prend pas de la même ampleur. Dans cette uchronie, il n'y aurait pas eu de Shoah, mais sans doute une assimilation forcée dans un empire nationaliste allemand. Il n'y aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale, car sans Hitler, il n'y a pas de guerre totale en 1939. Les tensions mondiales se seraient déplacées vers des conflits coloniaux en Afrique entre les empires centraux et les puissances anglo-saxonnes. Il y a des rivalités croissantes avec les États-Unis, qui sont devenus la première puissance industrielle, mais freinés par un continent européen unifié sous domination allemande. L'URSS affaiblie reste un adversaire potentiel, mais encerclé. Sans la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu de plan Marshall et donc pas d'ONU. Le monde se structure autour de deux pôles, le bloc germano-européen avec l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, les satellites d'Europe centrale et des Balkans et des colonies africaines partagées. Le bloc anglo-américain qui aurait regroupé le Royaume-Uni et les États-Unis, le dominion du Canada et l'Empire britannique. La Belgique, grâce à son port d'Anvers et son empire africain, devient un carrefour commercial impérial. Concernant la fin du scénario de la période entre 1950 et 2000, sans la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu de décolonisation accélérée. Les colonies belges et allemandes restent sous domination européenne jusqu'aux années 1970-1980, avec des indépendances tardives et encadrées. Il n'y aurait pas eu de constructions européennes puisque l'Europe est déjà unifiée sous la domination allemande. Ce n'est plus Washington contre Moscou, mais Washington contre Berlin. L'Europe et l'Afrique deviennent des champs principaux de rivalité. L'espace et le nucléaire sont dominés par les États-Unis et l'Allemagne. Bruxelles est le siège d'une monarchie habsbourgeoise, fidèle à Berlin, qui devient une sorte de capitale secondaire de l'Empire européen. Concernant les témoignages fictifs de cette uchronie, discours fictif en 1831 d'un congressiste catholique à Bruxelles. Monsieur, en choisissant son Altesse archiduc Charles de Teschen, nous donnons au peuple belge plus qu'un roi. Nous lui donnons une maison, une tradition, une protection. Il est catholique, il est prince de l'ordre ancien, il n'est ni français ni hollandais. Il ne sera l'instrument d'aucune puissance étrangère. Par lui, Bruxelles ne sera jamais Paris, mais elle pourra être une Vienne de l'Ouest. Lettre fictive d'un officier belge sur le front en 1914, adressée à sa famille depuis Paris, occupée par les troupes germano-belges. Chère mère, nous avons franchi la frontière française sans tirer sur des paysans comme nos ancêtres auraient dû le faire jadis contre les Hollandais. Ici, les gens nous regardent avec haine car nous sommes venus aux côtés des Allemands. Mais je me sens fier. Enfin, la Belgique n'est pas une victime, mais une force. Nos drapeaux flottent à côté de ceux de Berlin, sur la place de l'Hôtel de Ville de Paris. On nous dit que la guerre sera courte. Peut-être qu'un jour nos enfants apprendront que nous avons changé le cours de l'histoire. Témoignage fictif d'un ingénieur colonial belge au Congo français devenu belge en 1935. Les Allemands nous ont aidés à organiser les lignes ferroviaires. Ici, au Congo, on parle le flamand et le français dans les administrations et l'allemand dans les bureaux des compagnies. Les ouvriers africains disent que nous sommes moins durs que les colons français, mais plus exigeants. Nous construisons des ponts et des barrages, et tout cela ne servirait à rien sans Anvers, qui reçoit chaque semaine des navires pleins de cuivre, de caoutchouc et d'huile de palme. Journal fictif d'un étudiant belge lors d'une manifestation en 1962. Nous étions des centaines sur la place de la Monnaie, criant liberté pour le Parlement.
La police est arrivée en camion, mais pas de violence brutale. Ils ont dispersé la foule et les journaux du lendemain n'ont publié qu'un petit encadré, l'agitation d'étudiants sans gravité. Ici, tout est comme ça. L'ordre continental veille. On nous laisse parler, mais jamais trop fort. J'admire nos ports, nos trains, la richesse qui circule, mais parfois je rêve d'un pays moins riche et plus libre. Témoignage fictif d'un journaliste africain dans un État associé en 1991. Nous ne sommes plus une colonie, nous ne sommes pas non plus vraiment indépendants. Les Belges contrôlent nos mines, les Allemands fixent les prix, en échange nous avons des hôpitaux, des écoles, et certains de nos enfants partent étudier à Bruxelles ou à Berlin. Beaucoup reviennent avec un bon poste, mais la jeunesse veut plus, elle veut être maîtresse de ses richesses. Certains disent que l'association est une chaîne dorée. Entretien fictif avec un docker d'Anvers. Mon grand-père chargeait du caoutchouc venu du Congo. Mon père des barres d'acier pour la roue. Moi, je supervise des conteneurs pleins de batteries à hydrogène et de pièces pour satellites. Anvers, c'est le cœur battant de l'Europe continentale. Mais il y a des moments où je me demande, est-ce que nous sommes belges ou juste des maillons du grand système allemand? Quand je vais à Bruxelles, je vois toujours le drapeau habsbourgeois flotter et je me dis que l'histoire nous a fait riches mais pas libres. Et si la principauté ecclésiastique de Liège avait été rétablie après l'indépendance de la Belgique? Cette uchronie est très difficile à rendre crédible car le Congrès de Vienne en 1815 avait réorganisé l'Europe pour réduire l'influence des États ecclésiastiques. Le Saint-Empire était dissous et l'idée de principauté dirigée par des évêques paraissait obsolète. Les élites liégeoises auraient été très marquées par la Révolution liégeoise de 1789 qui fut parallèle à la Révolution française. Elles avaient massivement rejeté la domination princière et cléricale. Les grandes puissances volaient un État belge moderne constitutionnel, un tampon entre la France et la Prusse. Un retour d'un État ecclésiastique aurait semblé réactionnaire et instable. Ce scénario est très improbable, cependant je vais tenter de le rendre crédible. Lors du Congrès national de 1830 à 1831, certains congressistes ultramontains très catholiques proposent de rendre à Liège son indépendance. L'Autriche et le Saint-Siège soutiennent l'idée afin de recréer un État tampon catholique, fidèle à Rome et opposé à l'influence libérale et maçonnique de Bruxelles. On aurait eu alors une Belgique réduite avec Bruxelles, le Brabant et la Flandre. Les conséquences immédiates auraient été les suivantes. Liège devient une sorte de Vatican du Nord avec un prince-évêque choisi par Rome et confirmé par les puissances catholiques. Bruxelles et Liège deviennent rivales. Bruxelles dominée par les libéraux et constitutionnels et Liège devient un bastion de l'ultramontanisme. Le mouvement ouvrier naissant en Wallonie serait encore plus explosif. Liège est déjà un centre industriel au XIXe siècle et une principauté ecclésiastique conservatrice face à un prolétariat radical risque de créer une instabilité permanente. La France verrait d'un très mauvais œil un, la France verrait d'un très mauvais œil un État ecclésiastique si proche de ses frontières. La Prusse pourrait au contraire soutenir ce bastion catholique comme contrepoids face au libéralisme belge et français. Concernant le long terme, il y aurait pu se passer ces événements suivants. En 1848, la principauté de Liège aurait probablement été balayée par les révolutions démocratiques, à moins d'une répression austro-prussienne. En 1914, l'Allemagne pourrait utiliser la principauté comme une alliée religieuse, un peu comme les protectorats en Pologne. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, il est très peu probable qu'un État ecclésiastique survive dans une Europe démocratisée. On aurait probablement intégré Liège à la Belgique moderne ou au contraire laissé émerger une république liégeoise. Concernant le premier prince-évêque de cette restauration de la principauté de Liège, même si le dernier prince-évêque était François de Méan et il fut dans notre réalité le premier primat de Belgique avant de mourir en 1831, néanmoins il n'aurait pas pu devenir prince-évêque en 1830 car il est né en 1756, il avait 74 ans en 1830, donc déjà trop âgé pour l'époque. Depuis 1809, il était archevêque de Malines. En 1817, il devient aussi cardinal. En 1830, il était déjà installé dans un rôle prestigieux et romain, sans réel intérêt à reprendre une petite principauté épiscopale en pleine industrialisation turbulente. La restauration d'un État ecclésiastique indépendant en 1830 aurait demandé un consensus diplomatique. Or, les grandes puissances ne voulaient pas de résurrection de mini-États ecclésiastiques. Ils avaient disparu presque partout après 1803 dans le Saint-Empire. François de Méan était un homme de compromis avec l'ordre établi. Il avait survécu à la Révolution, à l'Empire, au Royaume-Uni des Pays-Bas. Il n'était pas un contre-révolutionnaire intransigeant comme certains ultramontains. Revenir comme prince-évêque aurait signifié défier la logique politique européenne et donc c'était trop risqué. En tant que cardinal et archevêque, il avait une stature internationale au service du pape. Rome aurait probablement préféré placer un évêque plus jeune, plus docile, plus militant, ultramontain, pour incarner une principauté restaurée. Par exemple, son successeur spirituel, Van Bommel,
correspondait bien mieux au profil d'un prince-évêque de Restauration. Et comme je vous l'avais dit, François de Méan est mort le 15 janvier 1831, c'est-à-dire en plein congrès national belge, même si on l'avait voulu le restaurer, il n'aurait pas eu le temps d'exercer le pouvoir plus de quelques mois. Bref, en 1830, le siège épiscopat de Liège était occupé par Cornelius Richard Antoine van Bommel, qui a vécu de 1790 à 1852 et qui fut l'évêque de Liège, et il fut nommé en 1829. Il était d'origine néerlandaise, ultramontain et très conservateur. Il était très critique du libéralisme et aussi partisan d'une forte influence de l'Église dans la société. Il avait un vrai poids politique et une aura de chef spirituel au moment de la Révolution belge. Il aurait incarné un retour à l'ordre ancien, mais dans un monde en pleine industrialisation liégeoise, c'était un contraste très fort. Concernant la situation en 1945, elle aurait été la suivante. Elle aurait probablement résisté grâce au soutien autrichien, prussien et allemand après la réunification. Elle aurait été un État croupion clérical coincé entre une Belgique libérale et une France laïque. En 1940, elle aurait été occupée par les Allemands, mais probablement maintenue comme un État satellite confessionnel pour des raisons de propagande comme la Slovaquie de Tiso. En réalité, l'évêque de Liège en 1941 et 1945 était Louis-Joseph Kerkhoff, évêque de Liège de 1927 à 1961, conservateur proche de Rome et pas collaborationniste, très actif dans la défense sociale catholique. Dans ce scénario, Kerkhoff serait certainement devenu le dernier prince-évêque de Liège de 1927 à 1945. En 1945, à la Libération, la principauté aurait probablement été abolie par les Alliés qui n'auraient toléré aucun ecclésiastique survivant à l'ordre nouveau. Kerkhove aurait alors été relégué à une fonction purement spirituelle, bref, un simple évêque dans une Belgique réunifiée. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie. Une séance fictive du 12 décembre 1830 à Bruxelles, au Palais de la Nation. Un député catholique de Liège. Messieurs, la Providence nous offre une solution toute simple. Pourquoi chercher ailleurs un souverain pour Liège quand la clé citée a déjà son prince légitime? Qu'est-ce que je raconte? Quand la cité a déjà son prince légitime. Je parle de son éminence François-Antoine-Marie de Méan, dernier prince-évêque avant l'usurpation révolutionnaire, aujourd'hui cardinal, archevêque de Malines, primat de Belgique. Sa piété est reconnue dans toute la chrétienté, son autorité morale est sans égale et son sang liégeois l'enracine dans notre peuple. En le rappelant sur son trône de Saint-Lambert, nous donnerons à l'Europe le signe d'un retour à l'ordre. Désolé. Le signe d'un retour à l'ordre, à la foi et à la tradition. Un député libéral de Bruxelles l'interrompant. Messieurs, permettez, le cardinal de Méan est certes un homme de grande dignité, mais il a 74 ans et sa santé est fragile. Le monde industriel qui naît à Liège a-t-il besoin d'un prélat vieilli dans les intrigues de l'Ancien Régime? Son éminence réside à Malines. Il gouverne déjà l'archevêché. Croyez-vous qu'il abandonnera son siège cardinalice pour se replonger dans des querelles liégeoises? Un autre député catholique proche de Rome. L'orateur de Bruxelles parle vrai, son éminence est affaiblie et l'Europe n'attend pas de nous des reliques, mais des garanties. Le Saint-Siège lui-même préférait un pasteur plus vigoureux. Nous avons parmi nous un évêque plus jeune, énergique, plein de zèle pour l'ordre chrétien. Monseigneur Cornelius van Bommel, ne serait-ce pas là le choix naturel pour un nouveau prince-évêque? Un murmure s'élève dans l'assemblée. De Méan trop vieux, van Bommel un nouveau Saint-Lambert. Un discours fictif d'un bourgeois liégeois en 1831. Les congressistes ont voqué le retour de notre principauté. Je n'ose dire ce que j'en pense, car enfin, voilà ce qu'on nous remet, un prince-évêque Van Bommel, comme si nous vivions encore au temps de nos grands-pères. Certains crient victoire pour l'Église, d'autres grommellent dans les cafés, mais dans les ateliers, les ouvriers grondent. Ils ne veulent pas d'un prélat qui leur appose ses lois. Un témoignage fictif d'un ouvrier métallurgiste de Serein en 1848. On nous dit que le prince-évêque prie pour notre salut, mais moi, je voudrais du pain et moins d'heures à l'usine. Les gardes du chapitre ont arrêté deux de mes camarades qui parlaient de la République. On dit qu'à Bruxelles, les journaux écrivent librement. Ici, c'est le silence ou la prison, mais je sens que ça ne durera pas. Un témoignage d'un fonctionnaire prussien observant Liège en 1871 précédent. Cet État minuscule nous amuse, un îlot clérical au cœur d'une Europe industrielle. Mais il sert nos intérêts. Tant que les prêtres gouvernent Liège, il n'y aura pas de République française à nos portes. Les ouvriers y bouillonnent, mais la gendarmerie ecclésiastique les tient. Berlin surveille, Rome bénit, et Bruxelles tolère, mais c'est un curieux équilibre. Témoignage fictif d'un étudiant socialiste liégeois en 1913.
Nous vivons dans une cage dorée. Les prêtres construisent des écoles, des hôpitaux, mais interdisent nos journaux. Quand je vais à Bruxelles, je vois des meetings libres. Ici, si j'ouvre la bouche, je risque l'exil. Nous ne voulons pas d'un trône d'autel au XXe siècle. Le monde avance, mais Liège reste un musée vivant à l'époque médiévale. Un témoignage fictif d'un journaliste américain en 1944 durant la campagne de libération. Les GIA découvrent une bizarrerie d'Europe. Un État gouverné par un évêque. Les soldats rient. Vatican number two, disent-ils. Mais derrière les dorures et les processions, j'ai vu la peur, celle d'un peuple tenu par le clergé dans un carcan anachronique. Beaucoup de Liégeois espèrent que quand les Alliés auront chassé les Allemands, cette principauté tombera enfin et qu'ils rejoindront la Belgique moderne. Témoignage fictif d'une vieille liégeoise en 1950 après la fin de la principauté. J'ai connu deux mondes, celui des processions, des cloches et des censures, et celui de la liberté nouvelle. Quand les Alliés ont aboli la principauté en 1945, j'ai pleuré car c'était tout ce que j'avais connu, mais aujourd'hui je comprends mes petits-enfants. Ils disent que nous vivions dans une cage, une belle cage, mais une cage quand même. Et si la principauté abbatiale de Stavlo-Malmedy avait été rétablie après la Révolution belge, historiquement en 1794, la principauté abbatiale de Stavlo-Malmedy a disparu, annexée par la France, puis après 1815, le Congrès de Vienne a attribué Stavlo et Malmedy au Royaume-Uni des Pays-Bas, et enfin en 1830, elle passa à la Belgique. Mais comment, mais comment aurait-il pu être rétabli Mais comment cette rétablie aurait-elle pu être rétablie? Lors de la reconnaissance de la Belgique par les grandes puissances, on aurait pu décider de recréer certains petits États ecclésiastiques ou principautés comme tampon entre la Belgique et la Prusse, un peu comme on a recréé le Luxembourg avec un statut particulier. Dans une Belgique très catholique, l'idée de restaurer une principauté ecclésiastique, symbole de l'ancien régime, aurait pu séduire une partie du clergé et des conservateurs. Le Congrès de Vienne avait déjà ressuscité de petits États ou des constructions hybrides. Dans une uchronie, Stavlo-Malmedy aurait pu suivre le même destin que le Luxembourg, restant distinct du nouvel État belge. Si les habitants de Stavlo et Malmedy auraient exprimé une identité particulière, comme ce fut le cas au Luxembourg, cela aurait pu renforcer l'idée d'un statut autonome. Mais ce scénario est difficile à mettre en place car la petite taille du territoire, quelques centaines de kilomètres carrés, est trop exiguë pour devenir un État viable à long terme. Le fait que l'abbaye princière avait perdu beaucoup d'autorité dès le XVIIIe siècle et qu'il n'y avait plus de véritable structure politique forte en 1830, la tendance générale après 1815 à réduire le nombre de micro-États plutôt qu'à en recréer. Le scénario possible aurait été qu'en 1830, les puissances européennes craignent que la Belgique révolutionnaire devienne instable. Pour protéger la frontière avec la Prusse, qu'elle décide de recréer un petit tampon, un petit État tampon. La principauté ecclésiastique de Stavlo-Malmedy est restaurée sous l'autorité nominale d'un abbé prince, choisi par Rome et placé sous garantie internationale, comme la neutralité de la Belgique en 1839. La Belgique est reconnue, mais Stavlo-Malmedy et peut-être Spa, Eupen, voire Verviers, selon la générosité des diplomates, est détaché. Le territoire devient la principauté ecclésiastique de Stavlo-Malmedy sous la protection collective des puissances. Concernant l'administration politique, elle aurait été la suivante. Une principauté ecclésiastique mais modernisée. Le prince abbé conserve un rôle symbolique et religieux, tandis qu'un conseil élu gère l'administration civile. Il y a quelques dizaines de milliers d'habitants, parlant surtout le wallon et l'allemand, ce qui en fait un État bilingue. L'économie aurait été basée sur l'eau, avec des stations thermales à Spa, comme Spa, réputées en Europe les forêts, à peu de sidérurgie et de tissage. Verviers pourrait être intégré pour assurer la viabilité. Le premier prince abbé aurait été le chanoine Jean-Baptiste Malou qui a vécu entre 1809 et 1864. Dans notre réalité, il fut évêque de Bruges. Il aurait été jeune et prometteur. En 1830, il aurait pu être choisi comme figure de compromis entre francophones et germanophones. Le dernier prince abbé est mort en 1796. Son nom était Célestin Tis. Concernant l'évolution de cet État, il est possible qu'entre 1830 et 1870, le micro-État devienne une petite Suisse ecclésiastique neutre, touristique, avec Spa, attire l'aristocratie européenne, mais aussi des écrivains et des musiciens, un refuge de religieux et de conservateurs hostiles aux tendances libérales de la Belgique. Verviers permet la viabilité de la principauté, notamment avec l'industrie de textile. En 1870, la principauté est occupée temporairement par la Prusse, mais restituée après la guerre, renforçant son image de petite Suisse des Ardennes. Entre 1870 et 1914, avec la montée du nationalisme allemand et français, Stavlo Malmedy devient un enjeu diplomatique.
La Prusse lorgne dessus, la Belgique aussi, mais sa neutralité la protège. Comme pour la Suisse. Dans notre Uchronie en 1919, durant le traité de Versailles, la question de Penn-Malmedy ne se pose pas, car ce n'est pas prussien. Mais la Belgique réclame l'annexion du micro-État pour compenser ses pertes de guerre. Les puissances hésitent. Doit-on fusionner la principauté avec la Belgique ou maintenir sa neutralité? Pour cette uchronie, il y a deux scénarios viables. Soit il y aurait une absorption par la Belgique en 1919 comme Le Pen-Malmedy réel, la principauté disparaît avec presque un siècle de renaissance. Concernant le potentiel dernier prince abbé de cette histoire alternative, il aurait été potentiellement Désiré Joseph Mercier. Il fut l'archevêque de Malines dans la réalité et il devient une figure héroïque de la résistance morale face à l'occupation allemande en 1914-1918. Dans l'Uchronie, il pourrait avoir été choisi comme prince abbé juste avant ou pendant la guerre. S'il devenait le dernier prince abbé en 1919, il aurait marqué l'histoire comme un patriote spirituel contraint de remettre son État à la Belgique, mais en héros national. Ou elle aurait survécu jusqu'à aujourd'hui comme un micro-État européen comparable au Liechtenstein ou à Andorre. Elle serait probablement devenue un paradis fiscal. Entre 1920 et 1930, Spa accueille les grandes conférences diplomatiques dans l'Uchronie. Spa devient une sorte de Genève miniature. L'abbaye est reconstruite en style néo-gothique comme symbole national. Concernant la Seconde Guerre mondiale, Hitler annexe de force la principauté intégrée au Reich comme district administratif. Il a une résistance active, mais avec une répression brutale avec la bataille des Ardennes en 1944 qui touche directement le territoire. En 1945, la principauté est restaurée par les Alliés malgré des revendications belges et devient un membre fondateur de l'ONU avec un siège symbolique à l'Assemblée générale. Stavlo Malmedy rejoint en 1957 la communauté économique européenne avec le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Entre 1960 et 1980, il y a le développement d'un secteur bancaire et financier sur le modèle du Liechtenstein. Spa devient une capitale du sport automobile. Dans l'Uchronie, le circuit de Spa-Francorchamps est directement la propriété de l'État. En 2000, une partie de la population germanophone réclame un rapprochement avec l'Allemagne, les francophones avec la Belgique. Mais l'attachement à la neutralité et aux avantages fiscaux freine tout changement. En 2010, la principauté devient une république ecclésiastique démocratique unique en Europe, avec un président élu pour 5 ans, tandis que l'abbé Prince est le protecteur spirituel de l'État. En 2025, cette principauté compterait une population d'environ 120 000 habitants avec des francophones, des germanophones, un peu de wallons et de luxembourgeois. Concernant l'abbé Prince possible, aujourd'hui, il aurait été Joseph de Kessel, car il fut archevêque de Malines et de Malines-Bruxelles entre 2015 et 2020 dans notre réalité. Il est très médiatisé en Belgique, c'est un réformateur modéré, proche du pape François. Dans l'Uchronie, plutôt que de devenir cardinal à Bruxelles, il aurait été élu prince abbé de Stavlo-Malmedy en 2015. En 2025, il incarnerait un prince abbé très connu, européen et influent. Et voici finalement les témoignages de l'Uchronie. Les témoignages fictifs de l'Uchronie. Une lettre diplomatique fictive en 1831, afin de préserver l'équilibre entre la Belgique nouvelle et le royaume de Prusse. Il a semblé sage aux puissances de rétablir dans ses droits l'antique principauté abbatiale de Stavlo-Malmedy, placée sous la haute surveillance de l'Europe. Ce petit État, sous la conduite d'un abbé prince élu par Rome, offrira la double garantie de neutralité et de stabilité. Journal fictif en 1842 d'un voyageur britannique à Spa. Le pays que l'on appelle Stavlo-Malmedy est un enchantement. À Spa, les sources minérales attirent la meilleure société d'Europe. À Stavlo, les processions rappellent l'antique ferveur bénédictine. Il est singulier de voir un État si petit, mais où l'ordre et la prospérité surpassent parfois celle des royaumes voisins. Lettre fictive d'un notaire de Malmedy après la guerre de 1870. Nous avons craint que les Prussiens annexent notre pays, mais comme ils l'ont fait de l'Alsace, mais grâce à Dieu et à notre abbé Prince, la neutralité fut respectée. Nous restons ce que nous avons toujours été, ni belges ni prussiens. Débat fictif au Parlement belge en 1919, un procès verbal imaginaire. Messieurs, comment se fait-il que l'on ait rendu à la Belgique Eupen et Malmedy, mais si l'on nous refuse Stavlo, qui fut pourtant longtemps uni à notre histoire, l'Europe préfère un État ecclésiastique à la justice envers notre nation. Témoignage fictif d'un résistant en 1945. Pendant 4 ans, les Allemands ont tenté d'effacer notre principauté, mais dans nos cœurs, elle n'a jamais disparu. Lorsque les Américains sont entrés à Stavelot en décembre 1944, beaucoup criaient « Vive la Belgique, vive la principauté, vive la liberté », c'est-à-dire que nous ne savions plus
Qui nous étions, sinon des hommes libres? Reportage fictif de la RTB, radio belge, en 1967. Curiosité européenne, la principauté de Stavio-Malmedy vient de célébrer ses 1200 ans, avec 80 000 habitants. Cet État minuscule reste farouchement neutre et prospère. Vivant du textile, du tourisme thermal et de ses fameuses courses automobiles, le prince abbé Albert de Wehm salue la foule du haut du perron abbatial tel un chef d'État de poche mais respecté. Article fictif du New York Times en 2015. Coincé entre la Belgique et l'Allemagne, le micro-État de Stavlo-Malmedy joue un rôle dans la même ligue que le Liechtenstein ou Andorre. Avec ses stations thermales luxueuses, ses circuits automobiles et son régime fiscal léger, il attire milliardaires et curistes du monde entier. Le prince-évêque Christophe Hennen, figure spirituelle, se contente d'un rôle symbolique tandis qu'un parlement élu administre les affaires. Et si le duché de Bouillon avait été restauré après la Révolution belge? C'est un scénario très difficile à réaliser car tout d'abord, Bouillon faisait à peine quelques centaines de kilomètres carrés et moins de 20 000 habitants au XIXe siècle, beaucoup plus petit que le Luxembourg. Ce que ce duché était trop exigu pour constituer un État reconnu à long terme, Luxembourg avait l'appui du roi des Pays-Bas qui en était grand-duc et de la Confédération germanique. Bouillon n'avait pas de protecteur assez puissant, ni la France ni la Belgique n'avaient intérêt à ressusciter un duché minuscule. Après 1815, les grandes puissances ont plutôt cherché à simplifier la carte politique en réduisant le nombre de micro-États. Beaucoup d'anciennes principautés ecclésiastiques ont disparu. Restaurer Bouillon aurait été perçu comme un archaïsme. Bref, ce serait un scénario plausible dans une uchronie où les grandes puissances avaient décidé de multiplier les petits États tampons, par exemple si la Belgique avait été jugée trop instable ou trop francophile et qu'on aurait voulu limiter son territoire. Et dans la logique historique réelle de 1830 à 1839, les chances étaient très faibles. Un duché trop petit, sans base politique solide et sans grande puissance prête à parrainer le projet. Concernant le nom du duc de Bouillon dans cette principauté réunifiée, il y a déjà plusieurs choses qui compliquent l'enquête. Après la Révolution, les biens de la tour d'Auvergne, celui qui a acquis le duché en 1594, furent confisqués. Le duché fut contesté par les princes de Rohan, cousins par mariage. À partir du XIXe siècle, les Rohan-Chabot revendiquèrent le titre de duc de Bouillon. Concernant le moment après la Révolution belge, le problème c'est que la branche principale s'était éteinte en 1802, donc en 1830 il n'y avait plus de ducs légitimes directs. Les héritiers collatéraux par alliance étaient les ducs de Rohan-Chabot, qui étaient très actifs dans les revendications nobiliaires. En 1830, le candidat le plus plausible aurait été Louis-François de Rohan-Chabot qui vécut entre 1788 et 1833. Et qui était un aristocrate français, et il fut aussi cardinal dans notre réalité. Mais pour éviter un duc français très influent, la Belgique aurait pu choisir une solution symbolique. Aurait été d'attribuer le titre duc de Bouillon au roi des Belges lui-même, Léopold Ier, qui fut élu en 1831. Cela aurait neutralisé les querelles dynastiques et intégré Bouillon dans le royaume tout en respectant son identité historique. En 1830, après la Révolution belge, les notables de Bouillon réclament que leur territoire ne soit pas absorbé simplement comme une commune de province. Ils invoquent l'ancienne souveraineté du duché et les droits de la maison de Rohan. En 1831, le Congrès national belge, soucieux d'apaiser les particularismes, accorde un statut spécial. Bouillon est reconnu comme un duché autonome au sein du royaume de Belgique, avec un duc honorifique, titre concédé symboliquement au roi des Belges, et un parlement local avec 12 députés. En 1839, le traité des 24 articles reconnaît l'indépendance de la Belgique. Bouillon reste belge, mais son autonomie est garantie par la Constitution. En 1870, pendant la guerre franco-prussienne, des débats agitent la Belgique. Certains craignent que Bouillon ne devienne un point faible face à la Prusse, mais sa neutralité interne est maintenue. En 1890, pour le 60e anniversaire de la Belgique, Bouillon adopte officiellement un blason propre, croix de Godefroy de Bouillon, et obtient le droit de battre une médaille commémorative, mais pas une monnaie. En 1914, l'armée allemande envahit Bouillon dès août. Les habitants se défendent symboliquement dans le château surnommé la Petite Liège. Après la guerre, l'autonomie est confirmée comme un signe de résistance. En 1921, un statut révisé crée un conseil du duché élu au suffrage universel masculin.
Le duc honorifique reste le roi des Belges, mais Bouillon a une autonomie fiscale partielle. En 1940, nouvelle invasion allemande. Le conseil du duché est dissous par l'occupant. Après 1945, il est rétabli. En 1950, la crise royale autour de Léopold III a lieu. À Bouillon, le conseil vote symboliquement une motion pour garder son autonomie si le roi abdique. La presse belge part d'un sécessionnisme bouillonnais folklorique. En 1970, dans le cadre de la fédéralisation de la Belgique, Bouillon obtient le statut de communauté autonome spéciale, comparable à un canton fédéré. En 2001, le château de Bouillon devient propriété partagée entre la région wallonne et l'autorité du duché, qui installe un parlement symbolique. En 2010, une réforme constitutionnelle a eu lieu et Bouillon est reconnu comme un duché honorifique autonome, avec des compétences accrues en tourisme, en culture et en fiscalité locale. En 2014, une visite d'État a eu lieu et le roi Philippe se fait proclamer duc de Bouillon lors d'une cérémonie au château. C'est la première fois qu'un roi des Belges utilise officiellement ce titre. En 2020, Bouillon attire l'attention comme destination de tourisme vert et médiéval. Le Conseil du duché crée une taxe écologique spéciale sur les activités de chasse et de pêche. En 2025, le duché compte 20 000 habitants. Son statut est qu'il est un canton-duché autonome de Belgique doté d'un conseil élu de 25 membres, d'un bourgmestre-gouverneur et d'une forte identité locale. Le roi Philippe continue d'utiliser le titre de duc de Bouillon lors des cérémonies officielles. Bouillon est surnommé la petite Andorre belge par les journalistes. Ce canton est similaire au Val d'Ost ou les cantons suisses. Voici les deux scénarios possibles pour le duché de Bouillon. Le premier aurait été que le roi des Belges devienne aussi duc de Bouillon. En 1831, Léopold Ier était le roi des Belges. Pour donner de la légitimité historique au nouvel État et calmer les revendications locales, le Congrès national proclame aussi Léopold duc de Bouillon. Le duché devient un territoire autonome mais intégré au royaume. Le titre de duc de Bouillon est transmis héréditairement au roi des Belges, comme le titre de grand-duc de Luxembourg pour le roi des Pays-Bas. En pratique, Bouillon est géré par un gouverneur local nommé par le roi, mais conserve un petit conseil communal élargi avec des pouvoirs symboliques. Les avantages de ce scénario auraient été qu'il n'y aurait pas eu de conflit avec les Rohan-Chabot, cela aurait renforcé le prestige du roi des Belges, associé à Godefroy de Bouillon, héros des croisades. Cela évite que la France ou une famille étrangère ait un pied en Belgique, tandis qu'au niveau des inconvénients, les voici. Le duché verrait une perte de toute autonomie dynastique réelle. Être duc de Bouillon devient surtout un titre honorifique. Certains notables bouillonnais auraient pu estimer qu'on effaçait leur indépendance historique. Concernant l'autre scénario, celui-ci aurait été que les Rohan-Chabot auraient été restaurés en tant que duc de Bouillon. Les notables de Bouillon, voulant un duc légitime, font appel à lui. Le duché est proclamé comme un État autonome sous protectorat belge. Le duc Louis-François vient prêter serment de neutralité et installe une petite cour locale dans le château. Ses successeurs continuent de porter le titre et résident parfois à Bouillon. Concernant les avantages, ceux-ci auraient été les suivants. Il y aurait eu un respect de la continuité dynastique. Le duché devient une petite principauté prestigieuse attirant des diplomates et des voyageurs, un peu comme Monaco plus tard. Concernant les inconvénients, les voici. À long terme, Bouillon aurait pu être annexé ou perdre son autonomie face aux tensions belgo-néerlandaises. L'actuel duc de Bouillon en 2025 aurait été Jocelyn de Rohan. Concernant le duché de Bouillon, où le roi Léopold Ier devient aussi duc de Bouillon. Voici les témoignages fictifs concernant cette uchronie. Journal fictif du Congrès de Bruxelles du 22 juillet 1831. Le Congrès national, soucieux de rappeler la gloire de nos ancêtres, a proclamé hier Sa Majesté Léopold Ier non seulement roi des Belges, mais encore duc de Bouillon. Le peuple des Ardennes, héritier des traditions de Godefroy, salue avec enthousiasme ce geste qui consacre l'union entre les provinces et la dynastie nouvelle. Lettre fictive d'un notable de Bouillon à son cousin à Namur en 1835. Nos craintes de passer pour une simple petite ville ont été dissipées grâce au titre porté par le roi. Bouillon rayonne de nouveau. Chaque année, Sa Majesté envoie un gouverneur spécial qui préside les fêtes commémoratives de la croisade. Les habitants en sont fiers, car l'on parle désormais de Bouillon dans toutes les capitales d'Europe. Discours fictif de Léopold II au Parlement en 1870. Journal. Qu'est-ce que je raconte
Lorsque j'entends prononcer le nom de Bouillon, je songe à mon ancêtre spirituel Godefroy, dont l'épée brilla à Jérusalem. Porter ce titre, c'est pour moi un devoir de rappeler aux Belges que leur histoire n'est pas celle d'un petit peuple, mais d'une nation dont l'héroïsme fut reconnu du monde entier. Article fictif du Soir illustré de 1930, durant le centenaire de l'indépendance. Le roi Albert a fait son entrée solennelle dans la ville de Bouillon. Acclamé par des milliers de spectateurs, les drapeaux belges flottaient aux côtés des bannières frappées de la croix de Jérusalem. La cérémonie a consacré une tradition centenaire. Depuis 1831, chaque souverain belge porte le titre de duc de Bouillon à la gloire de notre passé. Témoignage fictif d'un instituteur ardennais en 1955. Chaque élève sait par cœur, le roi des Belges est aussi duc de Bouillon. C'est une fierté locale. Lors des fêtes nationales, les enfants portent des bannières aux armes de Godefroy et l'on chante que Bouillon est le cœur chevaleresque de la Belgique. Article fictif de la Libre Belgique le 21 juillet 2021. Pour marquer les 190 ans de son avènement, Sa Majesté le roi Philippe s'est rendu aujourd'hui à Bouillon, sur le parvis du château. Il a rappelé que le duc de Bouillon symbolise l'unité nationale et la vocation européenne de la Belgique au carrefour des peuples. Voici les témoignages fictifs concernant le scénario Le duché de Bouillon voit la réinstauration de son duc. Journal fictif de Bruxelles, le 5 février 1831. Hier, son Altesse Louis-François de Rohan-Chabot fit son entrée solennelle dans Bouillon. Escorté par la garde civique, le duc a juré fidélité à l'indépendance belge. Tout en proclamant l'autonomie de son duché, la foule l'a acclamé comme le restaurateur d'une gloire ancienne. Lettre fictive d'un diplomate prussien à Berlin. Ah, qu'est-ce que je oui, c'est ça. C'est vraiment la fatigue. Lettre fictive d'un diplomate prussien à Berlin en 1835. Le duché de Bouillon, minuscule mais stratégique, joue à merveille son rôle de tampon entre la Belgique et la France. Le duc, habile politique, cultive les bonnes grâces des deux puissances tout en maintenant ses prérogatives. Le petit journal fictif du 12 août 1885, Bouillon offre aux voyageurs l'étrange spectacle d'un état lilliputien. Timbre à l'effigie du duc une petite garde en uniforme vert et d'une assemblée consultative de 20 membres élus parmi les habitants. Ce jouet d'histoire amuse l'Europe, mais la population y voit un gage de prospérité et d'identité. Le mariage fictif d'un poilu français en permission à Bouillon en 1916. Ici, on dit toujours le duc veille sur nous. Les Bouillonnais, coincés entre les géants en guerre, se serrent autour de le souverain. On respecte la neutralité du duché, mais les bruits du front résonnent jusque dans la vallée de la Semois. Article fictif du journal Le Soir du 3 mai 1951. La disparition de Louis, sixième duc de Bouillon, marque la fin d'une époque. Son fils Alain, proclamé duc hier, a promis de moderniser l'institution et d'ouvrir le château aux visiteurs, afin de faire de Bouillon non plus un vestige, mais un acteur de la Belgique touristique. Discours fictif de Jocelyn de Rohan-Chabot, 9e duc de Bouillon en 1905. Dans un monde de grandes nations, Bouillon rappelle qu'il n'existe pas de peuple trop petit pour être libre. Nous sommes belges par voisinage, français par affinité, européens par vocation. Témoignage fictif d'un guide touristique en 2024. Les visiteurs sont surpris. Bouillon est un duché. On y rentre sans frontières, mais on repart avec un passeport symbolique, frappé des armes de Rohan. Chaque été, le duc Alain Louis ouvre le château pour les fêtes médiévales. On y rejoue l'épopée de Godefroy, c'est notre Monaco ardennaise. Voilà. En tout cas, je suis beaucoup trop fatigué. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et à très bientôt alors pour une prochaine vidéo.